l'association des ingénieurs européens, Engineers Europe. Et ça donne l'occasion à nos membres de participer à tous les groupes de travail qui sont organisés à ce niveau-là, au niveau international, européen, voire mondial, pour ceux qui veulent aller plus loin. Et donc, ce sont des groupes sur des sujets d'actualité sur lesquels travaillent des ingénieurs, tels que les transitions, les défis économiques et écologiques. Via Engineers Europe, un membre de la FABI, un ingénieur, peut obtenir également une reconnaissance Eurengineers qui lui permet de postuler et de certifier ses études, le niveau de ses études et de son expérience au cours de sa carrière. C'est essentiellement demandé par les pays anglo-saxons, mais c'est reconnu dans le monde entier. La FABI suit actuellement un trajet de rapprochement également avec les associations d'ingénieurs industriels, parce que nous voulons vraiment représenter l'ensemble de la communauté des ingénieurs francophones. Nous sommes une association animée par des bénévoles, à l'exception de notre très dévouée secrétaire Marie, que je cherchais. Et donc, nous offrons la possibilité également de cotisation individuelle. Donc, n'hésitez surtout pas, si vous voulez nous rejoindre et que ce genre d'événement vous intéresse, à venir nous voir, Nicolas, moi-même, Marie, ou nous avons notre secrétaire général, Guillaume de Huispeler, qui est également dans la salle. Je vous invite également à notre prochain événement, qui est, le hasard du calendrier est assez rapproché, c'est donc notre soirée de vœux et en même temps sur le thème de l'ingénieur entrepreneur avec un titre un peu accrocheur, sommes-nous des ingénieurs du chaos ou de la résilience. Ça se fera donc à Charleroi le 29 janvier. Pour ceux qui sont intéressés, vous l'avez sur le site www.fabi.be et sinon on peut vous diffuser l'information plus précise. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que le débat sera riche pour tout le monde. Nicolas, je te passe la parole. Voilà. Merci Anne pour cette introduction. Moi, je vais juste mettre un petit peu en contexte et aussi vous donner quelques éléments pratiques pour le déroulement de la soirée. Donc, en organisant ce débat, cet événement, on se rend compte que ce n'est pas évident. Voilà, il y a des interlocuteurs qui n'étaient pas très chauds d'en parler. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, justement, il faut oser prendre le temps. On va prendre 2 heures là pour parler avec une palette de personnes qui ont chacun leur perspective. C'est un sujet c'est difficile de l'aborder dans un format médiatique court, comme on voit sur des petits reportages ou des articles en 800 caractères. Et donc, merci d'être venu parce que vous allez aussi pouvoir participer ce soir. Pas des règles, mais je veux dire, c'est un sujet qui reste clivant et pourtant je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus un sujet qui est binaire. Voilà, on a des avis qui sont plus nuancés et je pense que c'est important de pouvoir écouter les points de vue. La FABI, ce n'est pas monolithique, hein, on est une fédération avec des milliers d'ingénieurs, donc il y a des gens qui pensent différemment, qui ont des arguments différents, qui ont des angles de vue, des expertises différentes. Donc voilà, premièrement, j'aimerais aussi bien les panélistes que les membres de l'Assemblée, on n'est pas là pour régler des comptes, on est là pour approfondir la question, apprendre, se poser plus de questions et vraiment enrichir son propre point de vue. La FABI n'a pas un avis arrêté sur est-ce qu'il faut prolonger Tihange 1 ou pas et les autres réacteurs, mais on veut vraiment que cette décision qui a un impact sur la politique énergétique du pays et qui a un impact aussi sur les émissions de gaz à effet de serre du pays, que ce soit vraiment réfléchi et que ces informations soient plus largement diffusées au sein du public. Alors, je vous ai dit que vous alliez pouvoir participer, donc concrètement, comment ça se passe ? Vous pouvez mettre vos téléphones en silencieux, mais par contre, vous pouvez les garder connectés et aller sur le site qui s'appelle onlinequestions.org. Voilà, on sort ce téléphone, c'est très bien. Et alors, vous devez vous connecter sur l'événement dont le numéro d'identification, c'est facile à retenir. Donc aujourd'hui, vous étiez attendu à 19h, le 23 janvier 2025, donc 19-23-01-2025. Une fois que vous rentrez dans la session,
Si pendant l'intervention d'un des orateurs, vous avez une question, vous dites « Ah, ça, j'aurais voulu qu'il creuse un petit peu plus » ou bien « Ah, c'est dommage, il n'a pas abordé tel aspect », vous pouvez poster la question en 230 caractères, hein, c'est pas des tartines, et vous pouvez aussi voter pour les questions des autres membres du public. Donc, à l'issue de la première heure, après toutes les présentations, donc Guillaume, notre secrétaire général, fera un petit peu le tri, il verra les questions qui vraiment emportent l'adhésion du public, hein, les sujets qu'on voudrait creuser pour la deuxième partie. Et donc ça permettra voilà, démocratiquement d'orienter la suite des discussions. Ah oui, et alors quand vous postez une question, vous pouvez choisir une couleur et donc je propose qu'on adresse des questions à chacun des orateurs en fonction des couleurs qui sont précisées à l'écran. Ces couleurs seront rappelées, mais donc pour le premier intervenant qui va me rejoindre, Henri. Voilà, c'est bientôt à toi. Voilà, vous choisirez le jaune. Donc, rapidement, les intervenants, ils vont se présenter eux-mêmes. Je pense que si vous êtes venus ce soir, c'est que vous avez déjà une curiosité pour la question, donc je ne vais pas m'attarder sur ce préambule qui a déjà bien duré. Henri, voici pour tes slides, je te dépose un petit verre d'eau. N'oublie pas de parler dans le micro, puisque l'événement sera rediffusé. Bien sûr. Et je pousse sur quel bouton pour avancer ici? Ok, d'accord. Alors. Voilà. Alors, l'idée d'une coopérative nucléaire avec participation citoyenne nous turlupine depuis une année dans notre association 100 TWh. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les raisons pour lesquelles nous croyons que c'est possible. Mais d'abord, qui suis-je et qui est 100 TWh? En ce qui me concerne, je suis ingénieur civil, récemment retraité. Je n'ai aucun lien avec l'industrie nucléaire. J'ai fait la plus grande partie de ma carrière à la Banque nationale. Mais en parallèle, je m'intéressais depuis longtemps aux questions énergétiques, comme vous le voyez sur cette photo lors d'une manifestation pour le climat. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y aura une manifestation à Doul le 15 février, donc pour manifester contre la fermeture de Doul. Mais bon, donc je me mobilisais pour ces aspects-là, et avec les personnes qui partageaient cette passion, j'ai fondé le mouvement 100 TWh en 2018. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le mouvement 100 TWh? C'est une ASBL qui regroupe environ 1 millier de personnes, des citoyens francophones, néerlandophones et germanophones, qui analysent la situation politique et énergétique en Belgique et communique le plus largement possible sur son évolution et ses risques. Alors, et des risques, il y en a. Voici la situation au moment où tout allait bien, c'est-à-dire en septembre 2022, avant la fermeture définitive de Doul 3 et Tihange 2, qui nous a fait perdre 2 gigawatts de puissance électrique. À la fin de cette année, on perdra encore 2 gigawatts avec la fermeture des 3 centrales qui sont prévues cette année-ci, si bien qu'il ne nous restera plus qu'à la fin de l'année que 17% de nos besoins en électricité couverts par des centrales nucléaires, alors qu'elles fournissaient 50% il y a 3 ans. Alors vous me direz, ok, quel est le problème? Eh bien, en fait, c'est que ces arrêts mettent sérieusement en danger notre système électrique. Et le risque numéro 1, c'est la perte de la sécurité d'approvisionnement. On le voit sur ce graphique réalisé par Elia en 2022. Malgré les solutions de remplacement qui seront mises en place pour combler les arrêts du nucléaire, il faudra importer dans tous les scénarios de 32 à 38 TWh d'électricité pendant chaque année, ce qui correspond environ à la puissance, à l'énergie fournie par les centrales nucléaires arrêtées. Le deuxième risque, c'est l'augmentation des prix. Alors sans nucléaire et avec des prix déterminés par le gaz, qui va remplacer le nucléaire, cette augmentation est même certaine. On observe cette tendance sur le graphique ici.
Les prix de l'électricité, ont connu un grand pic au moment de la guerre en Ukraine, puis sont redescendus à un niveau plus ou moins normal, mais ils repartent tout doucement à la hausse. Et en comparaison, je vous ai mis le coût du nucléaire en prolongation de vie, de celui dont on parle aujourd'hui, qui est de 60 € le mégawattheure. Alors, tout ceci vous explique pourquoi 100 TWh veut absolument prolonger le nucléaire. En effet, il coche toutes les cases. Au niveau économique, il produit jour et nuit pratiquement toute l'année. Au niveau social, il fournit de l'électricité la moins chère du marché et accessoirement, et ce n'est pas anodin, des emplois de grande qualité. Et au niveau du climat, il émet moins de CO2 que n'importe quelle source d'énergie. C'est ce qui nous fait dire chez 100 TWh que le nucléaire est sociétalement durable, il est bon pour l'environnement, mais aussi bon pour notre modèle socio-économique, et c'est notre meilleur atout pour le futur. Alors, ces qualités ont amené les citoyens qu'on a contactés, avec lesquels on est régulièrement en réunion, à souhaiter la prolongation de la totalité du parc nucléaire. Et ce serait parfaitement possible. Nos centrales sont en excellent état et sont très sûres, et ça, vous verrez en détail avec Serge Dauby tout à l'heure. Et la question qu'on nous pose aussi souvent, c'est, oui, ok, qu'en est-il du supplément de déchets qu'on va créer et de l'impact sur le démantèlement? Et ça, ce sera en tout cas une partie, l'objet de la présentation de Philippe Lallieu. Donc, même si une prolongation est possible, il faut quand même avouer qu'il y a des obstacles. Et le premier obstacle, c'est un obstacle légal. Il faut abroger la loi de sortie du nucléaire de 2003. Alors, plusieurs propositions sont sur la table pour le faire, mais elles doivent encore être votées et nous n'avons toujours pas de gouvernement. Alors, le second obstacle est opérationnel, c'est que Engie ne veut plus prolonger les centrales nucléaires belges. Il faudra donc penser à le remplacer. Et donc, à ce propos, pour nous, 100 TWh, la solution la plus durable serait d'associer un autre opérateur nucléaire à une série de consommateurs, des entreprises ou des particuliers. À ce moment-là, l'obstacle suivant, c'est un obstacle financier, c'est que l'opérateur qui voudrait reprendre ces centrales doit injecter 1 milliard d'euros par centrale, ce qui n'est évidemment pas rien. Et alors, la question se pose du personnel, est-il en suffisance? Mais ça, je compte sur Philippe Hendricks pour nous expliquer la situation du personnel dans les centrales. Alors, donc la reprise du nucléaire, pour nous, est une évidence, et donc par une association producteurs-consommateurs. Elle pourrait viser l'entièreté du parc, ce qui est évidemment le souhait pour nous. Ce serait sans doute possible, mais il faut alors à ce moment-là éviter absolument que ce parc ne soit endommagé, et c'est pourquoi nous demandons, comme dans notre action en justice contre l'État, un moratoire du démantèlement de nos centrales. Mais dans l'immédiat, on s'est rabattu sur un objectif plus réaliste, et c'est de sauver une centrale, celle de Tianjin. Alors pourquoi elle? Alors je rassure directement nos amis flamands, ils vont pouvoir en profiter aussi parce que le réseau électrique est national, donc si on sauve une centrale wallonne, eh bien ils pourront profiter de son électricité. Mais donc pourquoi le faire? Elle est en excellent état. Donc la moitié de la centrale appartient à EDF, donc il ne faut plus s'occuper que de la partie d'Engie, et l'association avec EDF est aussi un avantage puisque c'est un gros producteur nucléaire européen. Le timing est court, il nous reste 8 mois. Alors c'est là, comment faire pratiquement? C'est là que nous avons imaginé utiliser le modèle de coopérative Mankala inventé en Finlande. Ces coopératives regroupent des industriels et des communautés locales. Elles leur fournissent de l'électricité à prix coûtant selon leur part dans la coopérative. L'exemple le plus marquant est la centrale que vous voyez ici, celle de Olkiluoto, qui est gérée et qui a été financée par la coopérative TVO, qui est une coopérative Mankala. Il s'agit d'un des premiers EPR européens. Appliquée à Tianjin, une telle coopérative pourrait regrouper EDF Belgium, on en a déjà parlé, des industriels soucieux d'assurer leur
approvisionnement à des prix compétitifs, et des petits associés, citoyens ou PME, qui veulent surtout sauver notre modèle socio-économique. Alors, quel serait le montage financier pour cette coopérative? Nous estimons que la reprise, le sauvetage de Tianjin nous coûterait 1 milliard d'euros. Compte tenu, les hypothèses, c'est l'absence de frais de reprise et des coûts normaux de mise à niveau. Alors, comment répartir ces frais entre coopérateurs? Bon, étant donné que EDF Belgium possède la moitié, il financerait évidemment la moitié de la somme. Les 500 millions restants seraient à se répartir entre les industriels potentiels et les petits coopérateurs. Nous estimons que pour avoir une place à table de la coopérative, les citoyens et les PME devraient apporter une centaine de millions d'euros. Il est à signaler, on remarque quand même que l'objectif attendu de cet investissement, c'est d'être rentabilisé, d'être remboursé avec intérêt au terme des 10 ans de prolongation de la centrale. Mais c'est une somme quand même colossale à trouver pour des petits associés. Alors comment pourrions-nous la rassembler? La première option avait été de créer une association de citoyens. Et nous savons qu'il y a en Belgique environ 20 000 personnes qui soutiennent activement le nucléaire. On s'était dit que si chacun verse 5 000 euros, on arrivait à cette somme. Mais ça reste quand même très important pour des petits investisseurs. La deuxième option serait de solliciter un fonds d'investissement et que nous pourrions rembourser avec simplement des clients intéressés par de l'électricité pas chère pendant 10 ans à tarif fixe. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup en Belgique. En tout cas, on estime qu'il nous faudrait 125 000 clients pour arriver à rembourser ces 100 millions d'euros. La dernière option, c'est l'aide indirecte, parce qu'on ne veut pas de l'aide directe de l'État. Ce serait de trouver un nouveau mécanisme d'épargne pension, comme on estime, comme les Français voudraient le faire pour financer leur nouveau nucléaire, ou alors l'ajout de l'électricité à prix réduit dans les plans cafétéria des entreprises. Alors, la dernière option, ce serait des aides européennes dans le cadre du Green Deal. Bon, ça, c'est peut-être aussi difficile à imaginer. Donc, on le voit, il reste beaucoup de questions en suspens, des questions à trancher, mais la participation citoyenne dans la reprise de Tianjin nous semble possible. Et c'est pourquoi nous appelons 100 TWh, le groupement que je préside, à mettre sur pied une association de citoyens coopérateurs dans Tianjin. Ce que nous cherchons, c'est des citoyens investisseurs. Nous avons créé pour ça un groupe LinkedIn qui s'appelle Belgo Nucléaire 2. Nous sommes déjà environ 165 personnes, on va bientôt atteindre les 200. Notre objectif, c'est d'atteindre les 500 d'ici la fin du mois. Et pour pouvoir lancer le projet dès que les conditions légales seront remplies et que l'autorité de sûreté nous aura donné le feu vert. Mais nous avons aussi besoin de citoyens entrepreneurs. Il faut en réalité monter la boîte, comme on dit, et choisir sa forme juridique, établir son business plan. C'est pour ça que nous cherchons des juristes, des économistes, des experts et des techniciens du secteur ou pas, mais surtout des aventuriers. Alors qu'est-ce que ça leur apportera ? Avoir un impact sociétal non négligeable, comme on l'a expliqué, et un intérêt financier, j'ai aussi expliqué pourquoi. Alors nous vous invitons à prolonger la discussion sur le groupe LinkedIn qu'on a créé ensemble, et pour ceux qui veulent simplement suivre l'évolution du projet, qui n'ont pas envie de chatter, le statut de ce projet sera régulièrement expliqué sur notre site internet 100TWh.be. Je vous remercie de l'attention, j'espère n'avoir pas trop. Merci Henri. On va maintenant accueillir Jacques Debry de la Fédération belge des coopératives. Le temps qu'il se déplace, j'en profite pour vous rappeler, donc pour le moment, sur Online Questions, on a reçu une question correcte. Il y a des gens qui ont voté pour les intervenants, mais donc vous pouvez poster des questions en appuyant sur New et en rédigeant vos propres questions. Voilà, juste pour clarifier. Jacques, the floor is yours. Bien, donc on m'a demandé
de faire une brève intervention sur le modèle coopératif, puisque mon prédécesseur suggère pour ce projet de monter une coopérative, et peut-être que tout le monde ne connaît pas le modèle. En tout cas, pour ceux qui le connaissent, ce sera un rappel. Pour ceux qui le connaissent moins, ce sera une information sur c'est quoi le... Alors, voilà, c'est quoi le modèle coopératif. Donc, d'abord, vous dire d'où je parle, comme on dit, c'est-à-dire qui est FEBECOOP. Donc FEBECOOP est effectivement pas la fédération des coopératives belges, mais une fédération des coopératives belges. Il n'y a pas une fédération unique de coopératives en Belgique. C'est une fédération de coopératives qui regroupe historiquement au départ des coopératives très anciennes qui sont nées fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et puis qui regroupe aujourd'hui aussi des coopératives de nouvelle génération, coopératives nées dans les années 80 et par la suite. Et donc, FEBECOOP a donc comme identité d'être une organisation qui regroupe des entreprises et des associations qui partagent la volonté de développer une économie qui soit respectueuse de l'humain et de son environnement au moyen d'entreprises qui sont organisées sur le modèle coopératif. Et donc, notre raison d'être, c'est effectivement de contribuer au déploiement, n'est-ce pas, d'une économie solidaire, plus équitable et plus responsable. Et nous voulons être, de ce point de vue-là, un acteur majeur du développement coopératif, avec une mission sur trois axes. On a une mission de représentation et de plaidoyer sur le modèle coopératif au niveau belge, international et régional, etc. On a une mission de développement d'expertise sur le modèle coopératif, et on a bien sûr une mission de soutien aux entreprises coopératives naissantes ou existantes. Bien, donc voilà, ça c'est FEBECOOP dont je suis l'administrateur délégué. Alors venons-en à c'est quoi une coopérative. J'ai repris la définition qui est celle de l'Alliance coopérative internationale, qui est l'instance, je dirais, internationale reconnue par toutes les coopératives pour fixer les règles de ce que sont les coopératives. Et donc, l'Alliance coopérative internationale nous dit qu'une coopérative, c'est une association autonome de personnes qui sont réunies volontairement pour satisfaire certains besoins et aspirations de différents ordres, mais ils vont le faire au moyen d'une entreprise dont ils sont collectivement propriétaires et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Donc à la base, le principe de la coopérative, c'est effectivement la double qualité. On est à la fois actionnaire et usager de l'entreprise. On cumule les deux rôles. Alors, il y a évidemment une très grande diversité de coopératives. D'abord, il y a une diversité par rapport au secteur, bien sûr. Il y a des coopératives dans tous les secteurs d'activité économique, mais il y a aussi une diversité par rapport au type d'associés usagers. Ça peut être des usagers clients, ce sont des coopératives de consommation, ou si c'est une banque... il y a des coopératives de crédit, des coopératives de logement. Là c'est l'usager qui est client, c'est le client qui est en même temps coopérateur. Il y a des coopératives, peu en Belgique, mais il y a un modèle de coopérative aussi où ce sont les travailleurs de la coopérative qui sont les actionnaires. Il y a des coopératives d'entrepreneurs indépendants, et puis il y a des constructions de premier et deuxième degré, il y a des coopératives multipartites qui associent, et, par exemple, des travailleurs et des consommateurs, etc. Donc il y a une assez grande diversité des coopératives, mais il y a aussi une diversité évidemment dans le projet. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais il est évident que dans certains cas, l'idée de faire une coopérative est l'idée simplement de régler un problème socio-économique qu'on veut régler à travers de l'outil en question, ou plus largement, il y a une véritable volonté de changer un peu les règles de l'économie, et on verra pourquoi après dans ce que sont les principes coopératifs. Donc voilà, l'Alliance coopérative internationale a redéfini les principes coopératifs il y a maintenant quelques années, puisque ça date de 1995. Elle a mis sur papier et commenté 7 principes coopératifs que je vous affiche ici, et on n'a pas le temps évidemment de les passer en revue un à un.
de les commenter. Je voudrais simplement souligner une chose sur ces principes coopératifs, et ça concerne les trois premiers, et en quelque sorte la combinaison des trois premiers. Donc adhésion volontaire, pouvoir démocratique exercé par les membres et la question de la participation économique. Le troisième principe de la participation économique étant le principe qui règle à la fois la question que les coopérateurs vont apporter le capital à la société, mais aussi la question de ce qu'ils vont faire des résultats, s'il y en a, des profits, et avec des règles donc, qui limitent la rémunération du capital en tant que tel et qui favorisent soit la mise en réserve pour le développement de la coopérative, soit la restitution d'une partie des profits aux coopérateurs au prorata de leur transaction avec la coopérative. C'est donc le bon vieux principe de la restitution coopérative. Alors, la force du modèle coopératif, je pense, c'est l'association de ces trois règles, et je dirais, traduisant ça plus en termes juridiques, et on va voir après comment ça se traduit en droit belge d'ailleurs, le modèle coopératif, mais ce que je veux dire, c'est que en coopérative, l'adhésion est une véritable adhésion, donc l'adhésion est personnelle. Donc les parts de coopérative ne sont pas cessibles librement, comme des parts de société anonyme par exemple, et encore moins sur un marché. Par ailleurs, les règles de contrôle démocratique, sans entrer dans le détail, font que ces règles empêchent que éventuellement quelqu'un qui détient la majorité du capital va avoir tout le pouvoir dans l'entreprise. Et enfin, les règles qui relèvent du troisième principe et qui font qu'il y a des réserves partageables qui sont donc une propriété commune de la coopérative sur le long terme et transgénérationnel, font qu'effectivement il y a une impossibilité de plus-value et donc il n'y a pas d'approche spéculative possible sur la participation au capital d'une coopérative, mais je passe parce que le temps va très vite. Alors, en droit belge, très rapidement, tout ceci se traduit plus ou moins en droit belge. Il y a une définition, donc vous savez qu'il y a un nouveau code des sociétés associations depuis 2019, il y a une définition qui figure dans l'article 6.1, que je ne commente pas plus, qui est simplement affiché ici, mais qui correspond à ce que sont les coopératives reconnues internationalement. Et l'exposé des motifs explique clairement que la forme de coopérative est réservée à ceux qui veulent faire une coopérative par rapport au modèle coopératif tel que défini par la CI. Mais au-delà de ça, le code n'impose pas beaucoup de règles coopératives. C'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Par contre, il existe deux agréments, un agrément dit CNC, parce que c'est pour la participation au Conseil national de la coopération, et un agrément entreprise sociale qui, ces agréments-là, imposent, quand on les sollicite, de respecter des règles, des principes coopératifs. Les conditions se réfèrent expressément à certains principes coopératifs. Donc, voilà. Donc, en droit belge, le modèle coopératif est assez souple et on peut certainement faire beaucoup de choses avec, y compris d'ailleurs le projet qui est discuté ce soir. Maintenant, je terminerai simplement en disant, Febeco, parce que vous allez peut-être vous dire, tiens, est-ce que Febeco, vous soutenez ce projet, qu'est-ce que vous en pensez tout? D'abord, nous n'avons pas de position officielle sur cette question compliquée que, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Je rappelle simplement que dans son identité, Febeco, et dans sa raisonnalité et dans sa vision, évidemment, il en résulte que Febeco soutient le modèle coopératif d'entreprise dans toute l'économie, mais pour des activités qui apportent une utilité sociale et qui permettent de respecter la capacité de charge de notre planète. Et donc, pour Febeco, le projet qui est discuté ce soir, il doit être évalué dans ce contexte-là. Alors, je pourrais peut-être plus tard dans le débat m'exprimer, mais je ne suis pas convaincu personnellement par le fait que le nucléaire soit, en tout cas à long terme, une solution.
sans doute à court et moyen terme pour faciliter la sortie. Il y a beaucoup d'arguments que tout le monde connaît sur les risques du nucléaire sur le long terme, et où je suis évidemment beaucoup plus sceptique, mais ça, c'est pour le débat par la suite. Voilà, je vous remercie. Merci Jacques. On va passer à Serge Dauby d'abord, du Forum nucléaire belge. Voilà. Alors on commence à avoir plein de questions. N'oubliez pas aussi de voter pour les questions qui vous intéressent. C'est bien de poser vos questions, mais regardez aussi celles qui sont pertinentes pour l'ensemble. Merci. Bonjour à tous. Je peux vous dire tout de suite qu'en revanche, je suis plutôt pro-nucléaire. J'ai une deuxième question et je vais vous faire travailler un petit peu. Qui dans la salle est ingénieur? Ok. Alors vous allez entendre des choses que vous n'êtes pas toujours entendues, mais si vous attendez à ce que je fasse une démonstration sur la thermodynamique, ce n'est pas pour aujourd'hui, parce que je ne suis pas ingénieur. Par contre, j'ai une grande chance. C'est que j'ai travaillé pendant 7 ans sur le site nucléaire de Tihange en tant que responsable de la communication et que j'étais entouré d'ingénieurs. Et que ces ingénieurs m'ont expliqué ce qui se passait. Ils m'ont expliqué les grandes différences et surtout ils m'ont aidé à répondre aux questions de la presse qui étaient dans une logique un petit peu de désinformation. Alors, je vais d'abord commencer par expliquer très vite qui nous sommes. Alors le Forum nucléaire, c'est la fédération sectorielle du secteur nucléaire, c'est dans le titre, ça c'est clair. Ce que nous faisons, nous faisons de la communication. La différence, c'est que nous avons une volonté de faire de la communication rationnelle. Et quand je dis rationnelle, je dis par là que tout ce que nous exprimons, tout ce que nous publions se retrouve dans les rapports tels que le GIEC, tels que l'IPCC, tels que les différents rapports, tels que ceux d'ELIA, etc. Donc on se fie à chaque fois sur des informations qui sont fiables. Donc notre ADN, comme vous le voyez là, il est marqué en haut, c'est effectivement d'être rationnel, d'être factuel et d'avoir effectivement un lien avec la réalité immédiate. Ça, c'est... Ah, je vois l'écran là. Quant au niveau de la prolongation, et si on se demande ce que c'est que pourquoi la prolongation et qu'est-ce qui est possible et pourquoi on doit prolonger, mais vous avez déjà les premiers éléments sur ce slide-ci. Aujourd'hui, le nucléaire représente 42% de la production d'électricité en Belgique. C'est important quand on sait que les autres énergies, qui sont tout aussi importantes tant qu'elles sont décarbonées, nous amènent à 17% pour l'éolien offshore, 17% pour l'éolien, 11%, 3% et nous avons 25% de gaz. Ce qui est intéressant à voir, c'est que dans les 25% de gaz, il y a effectivement 87% d'émissions de CO2. Ce que, bien évidemment, on n'a pas avec le nucléaire. Ça, c'est une évidence aussi. Et ce qui est assez particulier à voir aussi, c'est que le nucléaire est celui, d'après les derniers rapports d'ELIA, c'est l'énergie qui produit le moins de CO2. Ça veut dire, en ce compris, moins que pas mal d'énergie renouvelable. Est-ce que ça fait de l'énergie renouvelable quelque chose sur lequel on ne doit pas travailler? Vous ne m'entendrez jamais dire cela, parce que la plus grande bêtise que l'on fait quand on veut attaquer le nucléaire, c'est d'opposer le nucléaire au renouvelable. Ces deux énergies sont plus que jamais complémentaires pour pouvoir faire face aux enjeux que nous aurons demain. Quand je dis demain, c'est très prochainement. On vise tous 2050, mais entre 2050 et maintenant, il y a toutes les années qui vont aller entre les deux. Et évidemment, comme on le fait dans ce cas-ci, dans une constellation de la population pour pouvoir reprendre une centrale nucléaire, l'industrie est également très demandeuse de cette possibilité. L'industrie a besoin non seulement d'électricité, elle a aussi besoin de chaleur. Et pour pouvoir avoir cette chaleur, il va falloir qu'ils la produisent par de l'électricité, parce que par du gaz, ce qui est en général utilisé aujourd'hui, ce n'est à peu de choses près plus possible. En fait, ce n'est clairement plus possible. Donc, ce qui se passe, c'est que l'industrie va devoir complètement s'électrifier, les ménages vont devoir complètement s'électrifier, les voitures vont devoir totalement être électrifiées. Tout ça est très logique et vous ne m'entendrez jamais dire que ce n'est pas une bonne chose. Par contre, il va falloir qu'on produise suffisamment d'électricité pour le faire. Alors, quelques chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quelques chiffres.
Aujourd'hui, la Belgique consomme 85 TWh d'électricité. Ça, c'est ce que la Belgique consomme aujourd'hui. Par contre, la Belgique consomme plus de 400 TWh d'énergie. La différence entre les deux, ce sont des énergies fossiles. C'est vous dire l'ampleur de l'importance de ce qui va se passer et de ce qui va être nécessaire. Alors, c'est clair que la plus grosse bêtise qu'on ait fait, c'est effectivement d'avoir déjà fermé 2 centrales et de continuer à le faire. Alors, ça, c'est également un élément important. On est en train de fermer des centrales qui, en 2024, ont atteint, grosso modo, 86% de capacité de production. Ça veut dire que sur ce que pouvaient produire les centrales au départ, elles en ont sorti 86%. Il faut savoir qu'au niveau mondial, la limite et la barre de capacité de production, de ce qui est possible de produire, est de 80% au niveau mondial. Les centrales belges font partie des centrales qui ont le meilleur taux de charge mondial. Alors, la question est évidemment de savoir pourquoi on les a fermées, parce que ce n'est pas pour le plaisir. Si on les a fermées, c'est parce qu'à un moment donné, l'État a décidé que 40 ans était la limite de fonctionnement d'une centrale. En fait, il n'en est rien, évidemment. Il n'y a aucune logique technologique qui démontre qu'après 40 ans, il faut fermer une centrale. La question, c'est pourquoi les a-t-on fermées? Parce qu'il y a une décision politique qui a été prise. Alors, on peut dire plein de choses sur Engie Electrabel, parce qu'on en parlera bien évidemment tout à l'heure. On peut dire plein de choses sur Engie Electrabel. Mais en attendant, Engie Electrabel, il y a une loi de sortie de 2003 qui l'oblige à mettre fin à des centrales qui produisent plus que la moyenne des centrales au niveau mondial. Mais il n'a pas d'autre solution. Ce sont des décisions qui ont été prises par des politiques, des politiciens. Alors, on va pas commencer à nommer les partis, c'est pas l'important à ce niveau-là. Et je dirais que la personne qui nous a le plus aidé ces 3 derniers mois, c'est la FCN. C'est la directrice générale de la FCN, Pascale Absil, qui a dit quelque chose de très sensé. Du reste, elle dit souvent quelque chose de très sensé, pour ne pas dire toujours. Pascale Absil a dit que c'était contre-productif et que ça allait à l'encontre de la sûreté nucléaire, qui est un élément primordial sur les sites nucléaires. La sûreté nucléaire est un élément sur lequel on ne transige pas. Elle a dit que c'était contre-productif pour la sûreté de mettre des dates de fin, parce que ça empêchait l'opérateur de faire les travaux nécessaires, puisque quand on ferme en 2025, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On va diminuer la manière dont on fait les investissements sur les centrales. Et donc, ce qu'a dit Pascal Absil, à nouveau, est tout à fait logique. Donc c'est tout à fait, je veux dire, c'est objectif, hein, c'est la FCN, c'est dans la presse. Ce qu'a dit Pascal Absil, et je le rejoins évidemment, c'est que la sûreté nucléaire et les process de sûreté nucléaire sont ainsi faits qu'il n'est pas nécessaire de mettre une date de fin sur une centrale. Tous les 10 ans, il y a une révision décennale qui se fait, en dehors d'autres révisions tous les 18 mois. Tous les 10 ans, il y a une révision décennale qui se fait, sur laquelle on fait les projections sur les 10, 20 et 30 prochaines années. Et donc, il suffit de laisser tourner normalement les centrales en suivant normalement les procédures de sûreté nucléaire. Ce que je peux vous assurer, on fait au quotidien sur un site nucléaire. Tianjin. Alors, comme il y a beaucoup d'ingénieurs, je vais aller très très vite sur ce slide, puisque, en fait, que ce soit je voulais faire la différence entre le nucléaire et les autres. Quand on regarde ce qui se passe, mais c'est surtout la partie de gauche du schéma, donc le dôme nucléaire dans lequel on a du nucléaire. Le reste, c'est une centrale, c'est tout à fait comme une centrale au gaz, c'est comme toutes les centrales. Il n'y a que les éoliennes qui n'ont pas de 2e circuit et de 3e circuit, ça c'est clair, les éoliennes. Donc ça c'est bien clair. Maintenant, au niveau de Tianjin, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Tianjin? Tianjin a déjà été prolongé de 10 ans. Donc ça veut dire que l'opérateur a déjà fait 600 millions d'investissements pour la mettre à jour. Et donc, l'élargir de 10 ans en plus ne posera plus un problème de 600 millions, malgré tous les chiffres qu'on entend dans la presse pour l'instant. Mais la mise à niveau a déjà été faite. Et qu'est-ce qu'on vérifie dans ces logiques-là?
eh bien, on vérifie les préconditions pour pouvoir passer à 10 ans de plus, on fait la gestion du vieillissement, réalisé et encore à venir, on fait des projections et des hypothèses sur ce qui va se passer, on fait des réévaluations de conception par rapport aux standards de sûreté internationaux, de manière à mettre tout au niveau des standards internationaux, et on vérifie également, et c'est très important, la gestion des compétences, la gestion des connaissances et la gestion des comportements des opérateurs en centrale. Ça veut dire qu'on balise absolument tous les éléments à ce moment-là avec un système technique qui fonctionne et qui a été revu et sur lequel on a prévu de faire les aménagements nécessaires dans les années qui suivent, ou tout de suite, parce que c'est aussi bien souvent fait tout de suite. Savoir que quand la FCN vient pour faire l'analyse avec l'opérateur, elle vérifie ce qui doit être fait en priorité et ce qui peut être fait un peu plus tard. Et donc, fatalement, il y a des choses qui peuvent être faites. C'est un petit peu comme n'importe quelle voiture, mais comme je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Il ne sert pas à grand-chose pour l'instant. La FCN, c'est un élément, mais elle est également surveillée et vérifiée dans ce qu'elle fait par l'AIEA, puisqu'on parle effectivement d'éléments importants de la sûreté, et donc l'AIEA est fatalement inclus dans cette logique-là. Ça, c'est pour les règles générales. Aujourd'hui, la question qui nous est posée régulièrement, c'est est-ce qu'on doit s'arrêter à Tianjin ? Après tout ce que je viens de vous raconter, la réponse est clairement non. Sauf que pour pouvoir le faire, et on l'a déjà dit une fois et j'imagine qu'on le dira encore, pour pouvoir le faire, ça ne pourra pas se faire avec l'opérateur actuel, puisque celui-ci a décidé, a déclaré clairement qu'il ne voulait plus être dans le secteur nucléaire. Il voulait quitter le secteur nucléaire. C'est son droit le plus strict. Et ce que je voudrais vous annoncer aussi, c'est qu'au niveau de la Belgique, nous sommes la porte d'entrée du nucléaire pour les opérateurs étrangers qui ont l'intention d'entrer en Belgique. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 3 opérateurs, on en a d'autres, mais on attend de voir un petit peu ce qui va se passer, qui aujourd'hui ont mis la Belgique dans le top 3 des priorités des investissements qu'ils vont faire. Et donc, nous aussi, évidemment, nous attendons que le gouvernement soit formé. Gouvernement qui n'a jamais été aussi actif et aussi actif en communication sur leur volonté de prolonger le nucléaire ou d'en construire du nouveau, et ce n'est pas le sujet du jour. Et évidemment, c'est bien plus intelligent que les gouvernements précédents qui se sont succédés, qui pendant 20 ans n'ont absolument pas pris cette logique en compte. Et donc, c'est avec le gouvernement, une fois que celui-ci sera formé, que nous serons en contact et que nous irons développer avec eux les différentes possibilités qui sont aujourd'hui sur la table, et je gage qu'il y en aura bien davantage. Vous avez dans mon dos un QR code. Si vous n'êtes pas encore affilié à notre newsletter, je vous laisse l'opportunité de le faire, sinon c'est nuclearforum.be et vous y arriverez tout aussi bien. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci Serge. Est-ce que tu es reparti avec le pointeur ? Oui, parce que voilà. Mais je le transfère de compétences. Voilà donc. Il va falloir que moi je le manie. Nous accueillons donc Serge Lallieu de l'ONDRAF, mais il va se présenter. Philippe Lallieu, d'ailleurs. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Encore un non-ingénieur. Et ça me fait plaisir de parler principalement des ingénieurs, mais je ne suis pas ingénieur, je suis géologue, géophysicien. Et je suis venu vous parler ce soir d'une perspective différente, une perspective déchets, et une perspective beaucoup plus long terme aussi que la perspective 10 ans. Si mes slides... Voilà. Alors, peut-être un premier point, un caveat. Je fais partie de l'ONDRAF, qui est un organisme public qui gère les déchets. Il n'appartient absolument pas à l'ONDRAF de se prononcer sur la prolongation de Tihange 1, sur le mix énergétique ou quoi que ce soit d'autre. Nous ne prononçons que sur la partie déchets et la partie démantèlement qui sont intimement liées. Alors que fait l'ONDRAF ? C'est un organisme public créé en 80
Et on a pour mission vraiment de gérer les déchets depuis la source jusqu'au stockage final, c'est-à-dire depuis vraiment cradle to grave, comme on appelle en anglais. On a aussi un rôle de démantèlement, d'assainissement, de recherche et développement, j'y reviendrai, de participation, de coopération, parce qu'aucune solution de gestion de déchets ne pourra se faire à l'encontre des populations locales qui reçoivent ces solutions sur leur territoire. Un mot pour dire que les centrales nucléaires ne sont pas les seuls producteurs de déchets. Il y a plus ou moins 600 sites en Belgique qui produisent des déchets de manière quotidienne. Là-dedans, effectivement, il y a les classes 1 que tout le monde connaît, mais on a énormément d'autres productions en Belgique. Au jour d'aujourd'hui, les déchets sont gérés à court et moyen terme, c'est-à-dire quelques dizaines d'années, de manière sûre, industrielle et opérationnelle. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur les photos ici, il y a des installations de traitement-conditionnement qui permettent de réduire les volumes de déchets, qui permettent de les stabiliser, de les immobiliser, d'en réduire la réactivité chimique. On place ces déchets après ça dans des bunkers qui permettent de les stocker pendant des périodes relativement longues, que ce soit des déchets de faible activité, les déchets issus du retraitement qui a eu lieu il y a bien longtemps, ou les combustibles usés. Donc tout ça tourne et fonctionne au quotidien avec des acteurs industriels reconnus. Pour la gestion à long terme, par contre, on est dans une autre histoire, une autre dimension. On sépare classiquement les déchets en 3 grandes catégories. La première catégorie, catégorie A, ce n'est pas très original, sont des déchets de faible activité, de moyenne activité, mais surtout de vie courte. Vie courte, ça veut dire que ces déchets présentent un potentiel danger pour des périodes qui sont de l'ordre de plusieurs centaines d'années. Habituellement, on peut se permettre de laisser ces déchets en surface dans les bunkers dédiés, j'y reviens un instant. Puis on a les déchets B et C, qui sont les déchets de haute et de très haute activité, mais surtout de longue durée de vie. La durée de nocivité de ces déchets est de l'ordre de millions d'années. On est dans quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la dimension humaine, on rentre dans la dimension géologique, vous comprendrez pourquoi, comme géologue, je m'occupe de ces sujets depuis maintenant 35 ans. Certains déchets sont intermédiaires, ils sont de très très faible activité, mais par contre ils sont à vie longue, ce sont les déchets radifères qu'on trouve particulièrement à l'usine d'Ohlen, en province d'Anvers, où étaient produits entre les années 1920 et 1970 la moitié du radium utilisé dans le monde entier. Mais se trouvent là des centaines de milliers de mètres cubes de tailings radifères dans lesquels il y a un projet d'assainissement qui vient de démarrer. Donc, la gestion à long terme impose d'autres solutions que les solutions qu'on a aujourd'hui, solutions qui ne peuvent pas être pérennes sur les durées qui nous intéressent ici. Alors, pour les déchets de faible activité, la solution, elle est choisie, politiquement parlant, elle a été autorisée par la FCN, dont on parlait il y a un instant, en 2023, et on est en train de préparer sa mise en œuvre. En fait, cette solution, c'est une construction de bunkers qui seront en surface à Dessel, dans le Limbourg, en Flandre. Dans ces bunkers, les fûts de déchets seront mis dans des caissons en béton, eux-mêmes remplis de ciment. Ces monolithes de béton seront placés dans un module. Les modules sont remplis et après remplissage complet des modules, ceux-ci sont backfillés, remplis, et une couverture multiple viendra voir le jour de manière à ce qu'on ait une structure pérenne pour les centaines d'années nécessaires. Une telle structure en surface, pour quelques centaines d'années, on peut facilement la concevoir. Il n'est par contre pas concevable de laisser des déchets de très haute activité et de longue durée de vie en surface, étant donné les problèmes changement climatique, par exemple, mais aussi instabilité sociale. On ne peut pas garantir pendant 1 million d'années que la société va continuer perpétuellement à s'inquiéter de ces déchets et à refaire les bunkers chaque fois qu'il y aura une fissure dans le bunker, et ainsi de suite. Il faut donc trouver une solution qu'on appelle passive. Passive, c'est-à-dire que l'intervention de l'homme n'est pas nécessaire, elle n'est pas impossible, mais elle n'est pas nécessaire pour que la sûreté soit assurée. Et cette solution passive, internationalement, il y a un consensus, y compris dans une directive européenne, que le stockage géologique, c'est-à-dire le choix d'une roche haute qui a des propriétés, des caractéristiques intéressantes de stabilité, de piégeage de la radioactivité, de peu de circulation d'eau, de stabilité géochimique aussi,
Ces roches-là sont susceptibles d'être des hôtes pour un stockage géologique. Alors en Belgique, il faut savoir que les recherches et développements sur le stockage géologique, elles ont été pionnières. Elles ont commencé en 1974, au moment où la première centrale nucléaire a été connectée au réseau. Dès ce moment-là, le Centre d'énergie nucléaire à Mol a commencé à s'inquiéter de ce sujet-là et à travailler là-dessus. Et très vite, dans les années 80, on a créé un laboratoire souterrain qui est toujours là, qui est unique au monde et qui nous permet d'analyser l'ensemble, comment les argiles réagissent, comment elles se comportent en présence de radioactivité, en présence de chaleur, et ainsi de suite. Et on peut, au bout de 40 ans, on est intimement persuadé que le stockage géologique dans les argiles est une solution sûre et faisable. Et ce n'est pas que l'ONDRAF, c'est internationalement reconnu, on est peer-reviewé, on est audité de manière permanente là-dessus. Alors, juste un petit mot pour faire une parenthèse. On n'a pas encore parlé des volumes. Les volumes de déchets à prendre en compte pour l'ensemble du programme nucléaire belge et l'ensemble des producteurs belges de déchets radioactifs. Pour les déchets catégorie A, faible activité, on est à 160 000 m3, prêts à être mis en stockage, donc dans les caissons en béton, pour un coût global de 2,6 milliards approximativement aux conditions 2019. Les déchets B et les déchets C, haute activité, sont beaucoup moins, c'est des volumes relativement faibles, c'est 10 000 m3 d'un côté et 3 000 m3 de l'autre côté. Par rapport aux déchets industriels classiques, on est dans des ordres et des ordres de grandeur inférieurs. Le coût d'un stockage géologique évalué au jour d'aujourd'hui, il est de l'ordre de 12 milliards conditions économiques 2019. Alors, on est ici pour parler de la prolongation. L'ONDRAF a remis plusieurs avis sur les prolongations qui ont été demandées. Et en fait, une prolongation de 10 ans a un impact très limité en termes de déchets. Parce que si on garde les mêmes technologies nucléaires que celles qui sont actuellement utilisées, en fait, on continue l'exploitation pendant 10 ans, donc on nous demande de quelques pourcents les déchets d'exploitation. En termes de combustible usé, on a 10% de plus, ou quelque chose comme ça, par tranche, par 2 tranches. Et sur le démantèlement, ça ne change rien, la centrale, elle reste ce qu'elle est. Or, c'est le démantèlement qui fournit le maximum de déchets. Donc, il n'y a qu'un impact très limité, à condition, bien sûr, qu'on reste dans les mêmes conditions d'exploitation que le système actuel. Si maintenant, on devait déployer de nouveaux parcs ou utiliser d'autres technologies, là, on est dans des incertitudes nettement plus importantes, incertitudes sur l'adéquation entre les filières de gestion de déchets d'aujourd'hui et les nouvelles technologies. Ça, c'est effectivement qu'il faudra regarder en termes, est-ce qu'on a besoin de nouvelles filières, est-ce qu'on a besoin de recherche et développement complémentaires pour pouvoir développer des choses spécifiques à ces nouveaux types de déchets, et est-ce qu'on a besoin de nouvelles infrastructures pour les traiter en termes de volume. C'est donc la raison pour laquelle l'ONDRAF, dans tous ses avis, d'une manière générale, qu'ils soient au Parlement, qu'ils soient pour les projets de loi, qu'ils soient pour nos ministres de tutelle, demande qu'une réflexion approfondie sur les déchets et le démantèlement soit réalisée le plus en amont possible. Pas du tout au moment où on va demander une autorisation, c'est beaucoup trop tard. Il faut le demander vraiment très tôt, de manière à ce qu'on puisse discuter avec un futur exploitant pour pouvoir évaluer est-ce que les filières de gestion actuelles sont convenables pour ceux-ci? Est-ce qu'il y a des nouveaux types de déchets? Est-ce qu'il y a des nouvelles infrastructures nécessaires? Est-ce qu'on a besoin de leur recherche? Et comme ça, on peut aussi fixer les coûts et limiter les coûts. Parce qu'après coup, ça va coûter très très cher, ça, c'est une manière générale, c'est ce qu'on sait. Ceci est valable pour des nouvelles technologies, mais aussi des changements. Passer à des claddings M5 sans se poser la question de savoir si, en termes de déchets, ça pose un problème, était intéressant pour répondre à Fukushima, mais n'était pas la meilleure des solutions en termes de déchets. Donc, soyons attentifs à ça le plus en amont possible. Merci pour votre attention. Merci Philippe. On va terminer avec donc Philippe Hendricks, qui représente donc le personnel des centrales. Alors, bonsoir à tous, très content d'être là avec vous. Alors, moi je viens un petit peu avec une casquette syndicale. Alors tout le monde, d'abord un peu présenter l'organisation à laquelle j'appartiens.
la CNC parce qu'elle n'est pas toujours connue de tout le monde. Tout le monde connaît les grands syndicats en Belgique, FGTB, CSC et CGSLB. La CNC est moins connue. Bon, c'est un syndicat catégoriel, uniquement des cadres, qui a été fondé en 1966 et qui a environ 15 000 affiliés. Alors, on est surtout présent dans les grands secteurs comme l'énergie, la banque, la sidérurgie. Bon, ça va, je vais m'en occuper. Donc, peut-être aussi sur la notion de cadre, on a quand même une bizarreté en Belgique au niveau de la législation sociale, c'est que les cadres ne sont quand même pas traités comme catégorie salariale, comme les autres catégories, à savoir les employés, les ouvriers, en matière d'élection sociale et de droit social. Donc ça, c'est aussi une petite particularité. Alors, la CNC se bat depuis des années pour pouvoir ne fût-ce que signer des conventions collectives de travail, ce qu'au jour d'aujourd'hui, elle ne peut toujours pas faire. Donc on est obligé de passer par d'autres organisations pour avoir des accords. Maintenant, on peut quand même faire des accords avec les directions, et donc ça, c'est important de savoir. Alors, pour parler plus spécifiquement de la fédération que je dirige, et je viendrai à ma présentation personnelle, en fait, on est dans le secteur, je dirais, de l'énergie, on représente environ 4000 cadres. Vous retrouvez globalement toutes les grandes entreprises qui existent en Belgique. Donc vous avez ici la liste, en particulier évidemment dans le secteur gaz et électricité, dont Electrabel, Fluxys, etc., etc., et également les opérateurs de réseau. Mais vous trouvez aussi de grands opérateurs pétroliers et autres. Alors on est évidemment aussi présent dans la recherche appliquée à l'énergie. On a évidemment des membres chez Tractebel, il y a le centre nucléaire de Mol, certaines universités et certaines activités ou entreprises dans le domaine nucléaire comme Westinghouse. Ce qui est important à savoir, aux dernières élections sociales en 2024, donc dans, je dirais, ce domaine énergie un peu élargi, il y avait environ 71 mandats qui étaient en jeu lors des élections sociales dans les conseils d'entreprise, et nous en avons récolté 80%. Donc nous sommes une organisation qui est fortement présente dans le secteur énergie en Belgique. Et alors si je parle spécifiquement des centrales nucléaires, évidemment, en fait 95% des cadres qui travaillent à Doel et à Tihange sont affiliés à notre organisation. Alors, en Europe, parce que je suis également secrétaire général de la Fédération européenne, même chose, secteur énergie, nous sommes un stakeholder reconnu par la Commission européenne, c'est-à-dire que nous participons à toutes, je dirais, les analyses préalables des projets de directives européennes. Nous avons participé au 50-50, au Clean Energy Package, au Green Deal, etc. Donc nous avons donné des inputs à la Commission pour pouvoir ensuite, donc la Commission européenne ensuite propose évidemment ces projets de directives au Conseil et éventuellement on le fait voter au Parlement. Je fais une petite parenthèse. On a par exemple beaucoup agi dans le domaine de la taxonomie, puisque c'est notre fédération qui a fédéré les syndicats européens dans le nucléaire et qui a commencé d'abord par envoyer une lettre à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui a ensuite déclenché également l'action des, je dirais, chefs de gouvernement et d'État qui étaient intéressés par le nucléaire pour faire la même chose vis-à-vis de la Commission. Et finalement, après 1 an et demi, 2 ans de lobbying intensif, on est arrivé à un vote au Parlement européen de la taxonomie où le nucléaire a été intégré dedans. Et je dois dire que ce n'est pas grâce aux parlementaires belges, puisque, hormis quelques parlementaires flamands, la plupart des parlementaires belges ont voté contre, et c'est grâce à d'autres pays si la taxonomie, si le nucléaire est dans la taxonomie. Je rappelle que la taxonomie permet de pouvoir financer d'une manière intéressante, d'avoir accès à des financements, je dirais, plus intéressants, comme pour le renouvelable, pour la prolongation d'unités, mais également la construction de nouvelles unités. Donc c'est effectivement aussi, ça d'ailleurs je pense été mentionné dans la présentation d'Henri, si je ne m'abuse, qu'effectivement on peut utiliser ça. Alors dans la Fédération européenne, vous retrouvez la plupart des grands pays et la plupart des grandes fédérations, enfin des grandes entreprises actives dans le secteur, dont EDF, Total, E.ON, etc. Alors pour ce qui s'agit de moi, donc je commence ma 37e année dans le secteur, j'ai toujours travaillé dans la production, j'ai un ingénieur industriel en nucléaire avec une spécialité en énergie et en thermodynamique, et en termes de, je dirais, syndical, j'ai commencé au groupement de cadres de Tihange en 1993. J'ai d'ailleurs un ami qui est dans la salle qui, quelque part, a une responsabilité sur le fait que j'ai commencé mon activité là. Ensuite, de 2003 à 2009, j'ai fait la présidence
pour la partie production. Et assez naturellement, comme je dirais notre groupement qui était une liste maison à l'origine est devenu membre de la CNC, je suis monté au comité national et puis on m'a demandé de prendre la Fédération Énergie en charge et j'y suis toujours. Même chose pour la FESER où je suis secrétaire général depuis 2018. Donc je rappelle aussi, tous les mandats que j'exerce sont des mandats électifs non rémunérés. Nous n'avons pas les moyens de payer des permanents dans nos syndicats et dans nos fédérations de cadres, contrairement aux autres syndicats. Cette chose a besoin d'être dite. Ça veut dire que tous les gens qui y sont, il y a d'ailleurs certains membres du comité national dans la salle aujourd'hui, tous les gens qui sont là sont des bénévoles qui le font par conviction personnelle et qui défendent les intérêts de leurs collègues. Ça, c'est très important à dire. Alors, je viens sur la problématique de l'emploi. Alors, les chiffres sur lesquels on se base sont des chiffres qui ont déjà été publiés, entre autres par le Forum. Donc, on sait globalement que pour la production d'électricité, on a globalement 7000 emplois en Belgique. Vous avez 3000 emplois directs et 4000 emplois indirects et induits. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans les emplois directs, globalement, vous avez les gens d'Electrabel et les gens de Tractebel. Pour l'essentiel, évidemment, beaucoup des ingénieurs. Je dirais à 90-92%, le personnel, ce sont des ingénieurs. Ensuite, vous avez 4000 emplois indirects, c'est-à-dire la sous-traitance, dans le nucléaire évidemment. Et alors, attention, je précise, ce sont des emplois belges. Je ne parle pas d'emplois étrangers. Je ne parle pas de sous-traitants étrangers. Il y a évidemment aussi des sous-traitants étrangers qui viennent sur les sites pour travailler. Et ensuite, vous avez les emplois induits. C'est tout ce qui gravite économiquement autour des sites, éventuellement les commerces, les restaurants, etc. Oui. Alors, très important, emploi direct, 3000 emplois, donc ça veut dire grosso modo 500 emplois par 1000 MW, c'est assez facile. Les 5 premières années après un arrêt, vous avez grosso modo 20% de pertes. En fait, on ne remplace pas les départs naturels. Et ensuite, dès que le démantèlement commence, là, vous avez une chute très importante du personnel, puisqu'on passe à moins de 100 personnes par 1000 MW en cours de démantèlement. Je parle d'emploi direct. Donc ça veut dire que quand on aura passé les 5 premières années pour les différentes unités qui sont arrêtées, on a une chute importante de l'emploi. Le démantèlement durant entre 12 et 15 ans. Pour les emplois indirects et induits, là c'est plus facile. Les 5 premières années, ça chute de manière importante, environ de 50%. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne fait plus de maintenance des centrales arrêtées. On fait encore de la maintenance de certaines choses, mais évidemment, on ne fait plus de grandes révisions, etc. Donc là, vous avez une chute très importante de l'emploi. Et évidemment, on a éventuellement d'autres sous-traitants qui apparaissent, mais souvent ces sous-traitants sont étrangers. Donc dans le domaine du démantèlement, il y a relativement peu d'emplois belges, à part, je dirais, du management et de la supervision. Vous allez surtout trouver des entreprises qui font de la démolition. Alors évidemment, dans le domaine, et on a parlé tantôt, je dirais la problématique des déchets, dans la problématique des déchets nucléaires, c'est quand même toujours un domaine un petit peu plus spécialisé. Là, on garde un certain nombre d'emplois pendant le démantèlement par rapport à la gestion des déchets, des emplois spécialisés en Belgique chez les opérateurs. Mais globalement, vous avez une chute importante. Alors, je vous ai illustré ça par deux petits schémas. On parle de Thiengin, mais vous avez ici un schéma qui représente les deux types d'emplois, comment dire, et quelle est leur évolution depuis 2025 jusqu'en, je dirais, 2045, plus loin même 2050. Et ce que vous voyez, ce qui est très important, c'est de voir qu'en 2031, eh bien, globalement, il n'y a plus beaucoup de personnel. En clair, ça ne veut pas dire en tant que syndicat qu'on pense que le personnel ne va pas retrouver du boulot ailleurs, mais la filière nucléaire, si on parle ici de Thiengin ou d'un réacteur, effectivement, il n'y aura plus de know-how au niveau exploitation. Même chose, même graphique pour les 6000 MW, où j'ai repris effectivement déjà situation, puisqu'on a arrêté 2 unités. Vous avez également là-dedans, dans ce graphique, la prolongation de 10 ans des 2 unités qui est prise en compte. Mais ce que vous voyez, c'est que là aussi, si vous regardez la partie bleue en bas, eh bien, en 2031 jusqu'en 2040, vous voyez qu'en fait, globalement, le personnel disparaît, en tout cas le personnel direct, donc les compétences importantes. Ça veut dire que si ça disparaît, tout à l'heure on a parlé de prolongation, éventuellement de construction de nouvelles centrales, il est évident qu'on tue la filière et ce know-how, pour le rebâtir, il faudra attendre que des gens sortent de l'UNIF ou des écoles supérieures et se forment. Et tout le monde sait que l'histoire du nucléaire belge, elle date d'il y a très longtemps. L'école dont je sors est la plus ancienne école d'ingénieurs en Europe qui date de 1956. L'année prochaine, on fête les 70 ans. 56, on sait que le nucléaire en Belgique, c'est la construction du BR3. Ça a commencé par là. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc, la prolongation, c'est aussi clé
dans le maintien de l'emploi et dans le maintien du know-how pour continuer à bâtir pour le futur la filière nucléaire. Donc ça, c'est essentiel. Merci de votre attention. Donc, merci aux 5 intervenants. On va passer à la question, à la partie voilà, de réponse aux questions de l'Assemblée. Donc, je vais inviter les 5 intervenants à me rejoindre ici devant. Alors, pendant qu'on réaménage un petit peu les lieux, je vous invite à consulter la liste des questions. Il y a beaucoup de questions pour Henri Marenne parce qu'il est passé en premier, mais n'oubliez pas aussi de poser des questions aux autres orateurs. Et puis, donc, notre secrétaire général qui a fait le tri pendant toutes ces interventions lancera la première salve de questions. Alors, Serge avait fait un petit sondage à main levée, mais donc on avait regardé dans les inscriptions, donc on a voilà, un gros quart de participants qui sont membres de la FABI. On a aussi un gros contingent de membres donc, de l'association 100 TWh qui sont venus soutenir Henri. On a quelques étudiants qui sont venus malgré voilà, la période de fin des examens. Et puis, alors, on a une grosse moitié de personnes qui ne sont pas affiliées à la FABI, mais on a vu à main levée qu'il y avait quand même pas mal de personnes avec un profil technique. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est ingénieur qu'on travaille dans le secteur ou qu'on est familier de la filière. Je n'avais pas ce détail-là, moi. Oui, mais c'était comme ça, vous savez un petit peu qui vous avez en face de vous. Guillaume, est-ce que je vais te passer un micro peut-être et on va donner un micro aux intervenants. Alors, ce que je propose, comme on a la chance d'avoir 5 intervenants, on va peut-être sélectionner 2 questions pour chacun des orateurs, dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont intervenus, et puis évidemment les autres membres du panel peuvent compléter les réponses qui vont être apportées. Et puis après ce premier tour de questions sur base donc, de tout ce que vous avez posté, on pourra peut-être sur les 10 dernières minutes faire directement circuler le micro dans la salle pour pas qu'il y ait des frustrations voilà, par rapport à ce fonctionnement en 230 caractères. C'est parti, Guillaume ? Oui, bonsoir. Alors une question adressée en premier lieu à Henri Marenne. Y a-t-il beaucoup d'industriels qui ont déjà marqué leur intérêt, officieusement ou officiellement, pour la coopérative ? Donc, merci de la question, mais en fait, moi je parlais de citoyens simplement, et donc je crois que Serge a bien répondu. Le nombre est 3. Hein, je crois que... Donc, en définitive, c'est clair que, je vais aller très vite sur la réponse, mais c'est clair qu'au niveau des industriels, comme ils sont directement influencés au niveau de la décarbonation, c'est clair qu'on les rencontre en direct. Donc on voit les patrons de BASF, les patrons d'Arcelor, on voit les fédérations telles que FEBELIEC, telles que FEBEC et telles que la FEB. Et à ceux-là, on leur pose la question de savoir quels sont leurs besoins et surtout quelles sont leurs contraintes. Mais on travaille davantage dans ce cadre-là sur le nouveau nucléaire, donc les nouveaux SMR. Mais comme j'avais promis de ne pas en parler, je n'en parle pas. Excusez-moi d'avoir botté en touche. Alors, deuxième question pour Serge, qui va reprendre donc la parole sans cette fois-ci être botté en touche. Vous évoquiez des repreneurs étrangers potentiels pour nos réacteurs. S'agit-il d'acteurs étatiques, d'acteurs privés, européens ou plus largement ? C'est comme dans le fromage belge, il y a un peu de tout. Hein. C'est franchement... Non, mais je veux dire, la question c'est est-ce que EDF est dans la logique ? Oui, mais EDF fait partie des gens qui sont intéressés. Par contre,
ce ne sont peut-être pas les gens qui sont les plus intéressés. Mais je rappelle, je parle, moi, ici, pour le moment, du nouveau nucléaire et des SMR. Parce qu'en fait, ce que les opérateurs me disent, les opérateurs étrangers me disent, c'est on est intéressé, vous êtes dans le top 3 pour construire des nouveaux réacteurs, et quand je leur pose la question, oui, mais et alors quoi des réacteurs actuels? Ils nous disent, oui, mais pas sans les nouveaux. C'est logique. C'est logique. Quel est l'opérateur qui aujourd'hui va plonger dans des réacteurs qui ont aujourd'hui 40 à 50 ans, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont plus utilisables, je le répète, mais ce n'est pas la bonne perspective. À partir du moment où on peut construire de nouveaux réacteurs, on est effectivement d'accord ou pas de prendre les autres également, puisque c'est un métier qu'ils connaissent bien. Et donc, pour répondre plus directement, on a des gens qui viennent du Canada, des gens qui viennent d'Italie. Ça, c'est pour être le plus précis possible, puisque, à nouveau, on avait dit qu'on ne parlait pas de nouveau nucléaire. Alors, une question pour Jacques. Comment une coopérative peut-elle garantir un contrôle démocratique, ou en tout cas, on élargit un petit peu, un impact à long terme dans une organisation où le capital est à 50% aux mains d'un gros acteur et 40% aux mains d'autres industriels. Et par extension, est-ce que du point de vue du gros acteur, quelle est la réaction d'avoir en face d'eux une coopérative? Je ne sais pas comment le montage va être fait. L'idée, c'est de faire une coopérative qui sera partenaire, et donc il y aura deux sociétés. Tout ne sera pas dans la même entreprise. Parce que clairement, si on mélange la démarche coopérative, si on fait une seule société, on ne sera plus dans une coopérative. On sera quelque chose qui sera une construction peut-être hybride, mais ce ne sera plus une coopérative. Donc moi, j'avais cru comprendre que l'idée, c'était de faire une société coopérative, laquelle avec l'autre entité, créer peut-être une troisième structure qui est la structure d'exploitation, et donc à ce moment-là, la coopérative se retrouve à 50-50 avec l'autre structure dans la société d'exploitation. Et donc dans la société d'exploitation, on va se retrouver à 50, ça c'est clair. À l'intérieur de la coopérative, c'est différent, parce que là vont jouer les règles coopératives, mais qui ne sont pas... Il n'y a pas une règle, une forme unique. Le standard coopératif le plus pur, c'est une personne, une voix. Vous avez 1000 parts ou une part, vous avez une voix. Ça, c'est le standard le plus, je dirais, coopératif démocratique. En droit belge, pour les coopératives agréées, dans le code, il n'y a aucune exigence. Ça peut être une part, une voix, purement et simplement. Mais dans les conditions d'agrément, il faut caper le pouvoir de vote à 10%. Donc si vous avez 80% des parts, mais vous ne voterez que pour 10%, et pour autant que tout le monde soit là, parce que c'est par rapport au présent représenté. Donc voilà, il y a des règles qui font qu'on limite, soit drastiquement quand on applique la règle une personne, une voix, soit de manière plus pondérée si on applique par exemple la règle des conditions d'agrément belges, où on capte le pouvoir votal des plus gros actionnaires. Ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est que en fait, le modèle Mancala, la coopérative Mancala, c'est, Georges, tu me corriges si je ne sais pas juste, mais donc c'est une coopérative qui associe des sociétés industrielles et des groupements de communautés, des communautés locales. Hein, c'est pas vraiment le modèle de coopérative qu'on connaît avec une personne, une voix. Ici, c'est des grosses entreprises qui se mettent... Voilà, ça fonctionne depuis 50 ans. En Finlande, c'est sans doute qu'il faudra adapter un petit peu. Et là, on pourra travailler avec la FEBECOP pour mettre ça en place. Mais c'est clair que ce n'est pas le même genre d'organisation auquel vous avez l'habitude de travailler. Alors, une question de budget, pour creuser un petit peu. Vous mentionnez que Tihange 1 est en excellent état. Pourquoi doit-on y investir 1 milliard ? Oui, en fait,
C'est vrai que c'est en excellent état et comme Serge l'a dit, elle a été en réfection pour 20 ans. Dans l'optique de la prolonger pour 20 ans, elle n'a travaillé que 10 ans. Donc il est clair que certains nous disent que c'est moins. Après j'ai vu dans la presse qu'on disait que ça serait sans doute un peu plus. Donc pour nous le chiffre d'1 milliard, c'est un chiffre qu'on voit partout dans les prolongations de vie. On voit ça en France dans les grands carénages. C'est plus ou moins le prix que Tihange 3 et Doul 4. Non, je vais quand même corriger. Les chiffres sont dans la presse. Hein. Je rappelle que l'accord Phoenix qui a été signé entre le gouvernement et Engie, les chiffres sont dans la presse, il suffit d'aller les chercher. C'est 1,6 milliard pour les 2 unités qui sont prolongées, Doul 4 et Tihange 3. La remarque qui a été faite sur Tihange 1, qui a déjà été prolongée une première fois, c'est évidemment un scénario différent si vous faites une deuxième prolongation par rapport à une première prolongation comme celle de Doul 4 et Tihange 3. Le prix n'est pas le même. Alors, c'est difficile de mettre un chiffre dessus, mais il est évident que quand vous faites une prolongation de Tihange 1 de 10 ans qui a coûté 600 millions d'euros, tous vos équipements ne durent pas juste 10 ans. Donc ça, n'importe quel ingénieur comprend ce que je dis. Donc ça veut dire que si on doit reprolonger de 10 ans, ça ne va pas coûter la même chose. Voilà. Maintenant, dire... et ça c'est le problème un peu de la presse, c'est qu'on sort des chiffres de son chapeau et ils ne sont basés sur rien. Donc moi j'invite les gens à aller voir les chiffres de Phoenix, ils sont disponibles, 1,6 milliard pour les 2 unités, c'est ce qui est mentionné, donc c'est pas 1 milliard par centrale, clairement. Oui, c'est ça, c'est une base de calcul pour le grand carénage français aussi. C'est une base de calcul de tout ça. Oui, c'est ça. C'est notre... On a simplement pris 1 milliard comme base de calcul parce qu'on a voulu faire un petit calcul financier pour voir où on arrivait en termes de coût de l'électricité au mégawattheure produit, donc on doit partir de quelque part. Bon, alors basé sur des informations très générales du type Agence de l'énergie nucléaire de l'OECD, etc., on a pris une base d'1 milliard, mais qui est probablement, je suis d'accord avec vous, qui est vraiment, qui tape au maximum. Ça, c'est pour les centrales qui sont toujours ouvertes. Alors, il y avait une question dans l'ensemble pour celles qui sont déjà fermées. Qu'y a-t-il à faire et est-ce qu'il y a là une évolution possible? Oui, je vais le prendre. En général, plus nominative à ce stade-ci. Mais évidemment, pour les centrales qui sont déjà malheureusement fermées, Tihange 2, Doul 3, la situation est évidemment un peu compliquée et un peu plus compliquée. Pourquoi? Parce que ces centrales ont déjà commencé leur démantèlement et dans le cas de Doul 3, on est déjà assez loin dans le démantèlement et même très très loin. Ceci dit, dans Tihange 2, on l'est également. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, technologiquement toujours, rien ne permet de dire qu'elle ne puisse pas être remise en route. La seule chose, c'est que tout ce qu'on a démonté, jeté, revendu, etc., va devoir être racheté, évidemment. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et j'ai posé la question à plusieurs personnes autour de moi. Et je leur ai demandé, est-ce que si on prend le raisonnement que quoi qu'il arrive, changer des pièces dans une centrale qui a déjà été démontée et qui est déjà très très loin dans le décommissioning, dans le démantèlement, est-ce que ce sera toujours moins cher que de construire un nouveau réacteur? À chaque fois, la réponse a été évidemment oui. Ceci dit, c'est clair que le safety case, ça veut dire que ce qu'il va falloir rendre et remettre à la FCN pour pouvoir le faire, va être évidemment encore plus compliqué. D'une manière générale, sur une centrale, tant qu'on n'a pas touché à la cuve du réacteur, rien n'est impossible. Si Engie Electrabel entend ce que je dis, ils vont devenir fous, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par dire que si c'est devoir le faire avec Engie Electrabel, oubliez-le, ça ne se passera pas. Peut-être juste une précision, tu as parlé de démantèlement, on n'est pas dans le démantèlement, on n'a même pas encore le permis de démantèlement. Donc on est dans ce qu'on appelle la phase de mise à l'arrêt définitif, où on démonte déjà des choses, mais en fait il n'y a rien d'irréversible.
C'est d'ailleurs obligatoire parce que vous ne pouvez faire des choses irréversibles que si vous avez le permis de démantèlement. Donc ça, c'est quand même une précision importante à faire. Je rajouterai dernière chose pour moi, ce que nous demandons au niveau de 100 TWh, c'est un moratoire sur tous les démantèlements, qu'on arrête à l'heure actuelle, allez, immédiatement, ce qu'on est occupé à faire avec les centrales existantes et ce qu'on fera avec les centrales arrêtées cette année-ci. Alors, une interrogation sur la sécurité d'approvisionnement des combustibles. Donc là, on est sur, bien sûr, un plus long terme. Une réflexion à ce niveau-là ? Je crois qu'il y a des experts dans la salle pour expliquer ça. Sur le combustible, c'est une question qui revient tout le temps. En particulier, est-ce que notre combustible vient de Russie ? Pour être clair. Donc ça, il faut arrêter avec ça, il faut tordre le cou à ce canard une bonne fois pour toutes. Il fut un temps, en vertu de la concurrence des différents fournisseurs, où effectivement la Russie a été un fournisseur d'uranium. Mais j'invite les gens à aller lire le document de la NEA qui explique en long, en large comment est-ce que l'uranium de la mine à l'assemblage de combustible, quelles sont toutes les étapes. C'est un marché beaucoup plus complexe. Et par exemple, l'opérateur Orano a une réserve en assemblage de combustible de 30 ans pour tous les réacteurs français. Donc, il y a aussi une très grande différence entre le combustible uranium et du gaz. Donc, en termes de stockage et en termes de livraison. À partir du moment où vous avez déjà des stocks constitués, la problématique indépendance et approvisionnement n'est pas la même, puisque vous êtes sur du beaucoup plus long terme et sur des choses qui sont, déjà pour lesquelles vous avez déjà des stocks importants. Donc, il n'y a pas de gros problème d'approvisionnement en termes d'uranium. Et je rappelle aussi une chose, c'est d'ailleurs dans le rapport de la NEA, c'est que les principales sources d'uranium dans le monde, c'est l'Australie et le Canada, et ensuite le Kazakhstan. L'Australie et le Canada sont deux pays de l'OCDE qui respectent les règles du commerce international. Le Kazakhstan, il y en a certains qui disent qu'ils sont à la botte de la Russie. On sait qu'ils ont quand même des conflits avec eux. Et le Kazakhstan a quand même besoin d'exporter son uranium à l'étranger. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, je voudrais quand même préciser une chose sur le combustible. N'oublions pas que le combustible usagé, c'est une aberration d'en faire un déchet. Il est temps de développer les réacteurs de génération 4, il est temps de faire de la surgénération, et il est temps d'utiliser ce combustible. À ce combustible, je rappelle qu'il y a 95% qui est réutilisable. Et donc ça, au secours, aujourd'hui, le gouvernement belge a pris la décision de tout enfouir. Et on a demandé à Engie de payer autant. Mais cet argent, une fois que les déchets seront transférés et que l'argent sera dans les mains de l'État, on espère qu'on aura un État un petit peu plus stratège et qui réfléchira à 2 fois avant de commencer à aller tout enfouir dans le sol alors qu'on a des choses qui sont réutilisables. Donc, mais là, évidemment, on est en dehors du débat de la prolongation, mais il y a un problème de vision stratégique dans le nucléaire à long terme, depuis très longtemps, dans le monde politique. Merci d'avoir abordé ce point, puisque c'était quand même l'objet d'une ou deux remarques ou questions sur la réutilisation. Il y avait encore un complément. Je voudrais juste ajouter un élément, c'est qu'au niveau de la fourniture de nouveaux combustibles nucléaires, effectivement, il y a beaucoup de pays et ces achats se font à très long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète aujourd'hui pour dans 2 ans. Ça s'achète sur 10 ou 15 ans d'avance. Et donc, on a une certaine visibilité de ce qui peut se passer et de la manière dont on peut le faire. Et il y a suffisamment de stock. Je reviens 2 secondes sur la fermeture du cycle et donc sur la réutilisation du combustible nucléaire. Ça s'est déjà produit en Belgique. On a déjà utilisé du MOX. Et la bonne nouvelle, c'est que dans les acteurs dont je vous parlais, dans les opérateurs qui viennent aujourd'hui frapper à la porte de la Belgique, en tous les cas du forum nucléaire, pour voir ce qui est possible de faire en Belgique, nous avons des gens qui sont intéressés d'y installer une usine de retraitement. Et ça nous permettra à ce moment-là d'arriver à remettre la compétence nucléaire qui a toujours existé et qui est historique en Belgique en évidence, pour la Belgique certainement, et pour l'Europe, probablement. Et juste pour compléter pour le recyclage, au jour d'aujourd'hui, le gouvernement belge
n'a pas vraiment décidé de tout mettre dans le fond. Il faut relativiser. Il y a un arrêté royal qui dit effectivement qu'on va aller vers le stockage géologique, c'est une très bonne chose. Le choix d'aller ou non avec du retraitement, il y a eu lieu jusqu'en 93. Le Parlement en 93 a décidé d'arrêter le retraitement. On peut le recommencer demain, mais c'est une volonté économique d'abord. C'est une volonté que Engie, Electrabel, Synatom n'avaient plus. Donc, dans les programmes de référence de production de déchets d'Engie et d'Electrabel, il n'y a plus de retraitement au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas pourtant que quand l'État possédera les combustibles usés au terme de l'accord Phoenix, il ne pourra pas le recommencer pour une raison ou pour une autre. Ça, c'est un choix. Depuis le début, depuis 1993, l'ONDRAF est obligé de travailler sur l'enfouissement direct des combustibles ou l'enfouissement de déchets issus du retraitement. Comme ça nous permet d'avoir la flexibilité, quel que soit le choix politique qui sont faits ou économique, on pourra mettre les deux en stockage. Alors on va encore prendre 2 questions de la liste et puis on passera aux questions libres pour la dernière partie. En termes de déchets, on reste dans le thème, dans les budgets qui ont été évoqués à divers moments. Que représente la part justement de gestion des déchets dans ces budgets ? Tout ce que nous on sait, c'est que dans les 60 € le mégawattheure dont je vous ai parlé, se trouve le retraitement des déchets, les provisions nucléaires pour le démantèlement, l'exploitation, les frais d'exploitation, les frais du combustible dont on a parlé, et les coûts du financement. Donc, en principe, tout est dedans et la gestion des déchets est couverte par les 60 € le mégawattheure. Oui, donc en fait, le système de financement de la gestion des déchets en Belgique est partout ailleurs en Europe d'ailleurs, c'est un système de pollueur-payeur. Donc le producteur paye pour ses déchets et paye de différentes manières. Soit il paye au contrat pour un service qui est rendu, soit, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, il y a un provisionnement pour la gestion à long terme, pour notamment les coûts dont j'ai montré pour les stockages en surface et stockages géologiques. On provisionne de manière à s'assurer que la disponibilité des fonds au moment où les investissements devront être faits. Pour les stockages géologiques, ce n'est pas demain matin, c'est prévu à l'horizon 2050. Justement, c'était ma dernière question peut-être, mais vous venez d'ouvrir la page, c'était de donner une perspective justement sur la mise en place de stockage souterrain de manière plus structurelle. Un petit complément peut-être avant de passer aux questions libres. Alors, je parlais sur le long terme, je parlais du million d'années, mais la gestion des déchets, ça demande une résilience énorme. Comme je le mentionnais, on a commencé en 1974 à travailler là-dessus. La recherche et développement a fait 40 ans. Il a fallu 12 ans, ces 12 dernières années, pour obtenir l'arrêté royal qui indique le principe du stockage géologique. Entre une première décision politique d'aller vers un stockage géologique et une mise en stockage effective, vous pouvez encore compter plusieurs dizaines d'années. Étant donné qu'il va falloir choisir un site, parce que c'est bien de faire un concept de stockage géologique, mais la solution, elle sera de toute façon locale, elle sera dans une communauté locale qui va devoir l'accepter. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en quelques mois. C'est des années d'efforts, de participation, d'implication du public pour pouvoir y arriver. On a vu ça pour le stockage à Dessel, c'est 25 ans de développement locaux. Donc, l'idée actuellement, c'est d'avoir un site aux alentours de 2030-35 et d'avoir une autorisation délivrée par la FCN 2050 de manière à pouvoir mettre les déchets B qui ne sont pas thermiques et que donc on peut mettre directement en stockage à l'horizon 2080. Les déchets C, donc combustibles usés ou déchets vitrifiés issus du retraitement, c'est plus à un horizon 2110-2120. Ça, c'est pour donner les grandes idées. Pour le stockage en surface, là, l'autorisation est donnée. La construction commence en 2020. Va commencer normalement l'année prochaine. Exploitation 2029 jusqu'à 2060. Merci. On va passer donc aux questions directement dans le public, puisque maintenant il n'y a plus que des questions qui ont 2-3 votes, donc autant directement les prendre dans la salle. Je propose de prendre 2 questions à la fois. Donc monsieur avait le bras levé depuis 8 minutes précisément, donc je vais... Voilà, merci.
C'est une question pour M. Lallieu et M. Hendricks. Donc M. Hendricks a dit qu'on pouvait retraiter une dizaine de fois le combustible usagé. Et depuis 1993, donc on a stocké le combustible usagé. Donc environ 30 ans de combustible usagé, pour une puissance moyenne d'environ 4 ou 5 mégawatts, on va dire 5 mégawatts. Si on peut les retraiter pendant 10 ans, ça fait presque 300 ans de production en injectant 6 mégawatts sur le réseau quasiment chaque jour de l'année. Donc ce combustible, on l'a déjà. Vous comprenez le sens de ma question? Parce qu'on se tracasse, où est-ce qu'on va aller chercher l'uranium, etc. Mais si... Oui, moi c'est ce que je dis simplement, c'est un combustible qui peut être réutilisé. Il y a différentes options, mais de nouveau, c'est une décision politique. Hein, donc je pense qu'on sait quel a été le sort des générations 4 dans d'autres pays, comment dire, en France par exemple. Maintenant il y a Mira qui se développe, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, comment dire, je pense que là aussi, il faut réfléchir. Mais à partir du moment, comme ça a été bien dit, à partir du moment où il y a le transfert de propriété des déchets vers l'État avec l'argent nécessaire pour les gérer, je pense que ce sera à eux de prendre les bonnes décisions. Donc voilà, moi je fais juste une constatation sur est-ce que ça a un sens d'aller mettre tout dans le sol alors qu'il y a des choses qui sont récupérables. Alors, je peut-être compléter, évidemment, je suis entièrement d'accord. Je voudrais revenir 2 minutes sur cette logique politique. Ce qui est compliqué pour le monde politique, et je le comprends, et ce n'est pas une attaque, c'est une réalité, c'est d'avoir une vision à plus de 4 ans, ou à plus de 5 ans. Ici, nous sommes en train de parler d'une nécessité de vision à 20 ou 30 ans. Alors évidemment, quand on raconte ça en petit comité au monde politique, il le comprend bien, mais c'est vrai que ça ne se retrouve pas toujours dans les termes. Je crois qu'il faudra un gouvernement qui arrive à le faire à un moment donné et qui ose. Et je me demande si ce n'est pas celui qui est en train d'arriver et que nous appelons tous de nos voeux le plus rapidement possible. Parce que ce que j'entends comme message, et j'ai la chance de discuter régulièrement avec les différents partis, c'est réellement la réalité de ce que je vois. Maintenant, ce n'est pas pour ça que je vous fais quelques promesses que ce soit, puisque j'ai aussi la chance de ne pas être politicien. Juste peut-être un point encore sur le retraitement. Effectivement, 95%, 94% est réutilisable, à condition, bien entendu, de disposer d'un exutoire pour l'uranium et le plutonium que vous aurez utilisé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de combustible MOX, vous restez avec un stockpile de plutonium. Et au jour d'aujourd'hui, il y a un trop-plein de plutonium en France du côté d'Orano. Donc, il faut vraiment regarder l'ensemble dans un cycle complet avec l'ensemble des exutoires, l'ensemble des infrastructures nécessaires. Et globalement, ça ne peut sans doute pas se passer à simplement l'échelle belge. Ça doit se passer à une échelle européenne. Entièrement d'accord. Je pense que le fameux groupe sur le nucléaire des différents gouvernements, il faudra voir comment ça évolue avec la nouvelle commission. Malheureusement, on a des nominations de commissaires qui sont quand même plutôt problématiques, et à la fois dans le domaine climatique et dans le domaine de l'énergie. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais bon, à la Fédération européenne, moi je suis confronté puisqu'on fait du lobbying auprès de la Commission, donc c'est un problème, donc clairement. On a une question en bas à droite, et puis on prendra directement une autre question, comme ça on fait un petit tir groupé. Oui, alors on a parlé finalement en filigrane de l'enjeu énergétique et finalement que c'est un enjeu stratégique. Et donc plutôt à un niveau quand même national, parce qu'à un moment donné, on n'a pas que des amis, et même nos voisins français, s'ils ont un parc et des exploitants. Donc on parlait avec Serge tout à l'heure de la partie, il y a peut-être des acteurs providentiels qui viendraient construire du nouveau nucléaire et éventuellement reprendre les centrales, mais est-ce que ce n'est pas un risque d'avoir un deuxième Engie dans 5 ans, 10 ans, 20 ans et à l'inverse, est-ce qu'on ne devrait pas créer un modèle national dans lequel l'État est impliqué, peut-être même minoritairement, mais donc un partenariat État industriel citoyen, mais belge, pour assurer justement une vision à 20, 30, 40, 50 ans. Mais de nouveau, la question est tout à fait pertinente et c'est un élément auquel on pense régulièrement aussi. Donc je peux déjà te dire que
dans ce qui est en train de s'échafauder à notre niveau, au niveau des différents acteurs, la logique ne sera pas de remplacer Electrabel par un autre opérateur. Je crois qu'on doit travailler dans une logique où on doit travailler avec éventuellement plusieurs opérateurs. Il y a assez de chantiers nécessaires qui seront nécessaires pour pouvoir avancer. Et je crois que mettre tous ces œufs dans le même panier est quelque chose de très dangereux. Maintenant, je ne voudrais pas avoir l'impression de taper sur Electrabel. Il faut quand même se dire, mettez-vous à la place d'un industriel privé qui met des milliards sur la table pour pouvoir opérer les centrales. On parle de là, dans les années 70. Et qui se voit qui entend du gouvernement que 40 ans plus tard, il doit les fermer. Donc il n'a pas la main sur l'investissement qu'il a fait. Et donc je crois que le combo idéal à ce niveau-là, c'est pas de tout mettre au niveau du gouvernement, comme c'est le cas en France ou presque. C'est pas de mettre tout chez un opérateur, mais c'est d'avoir une combinaison des 3 ou des 4 avec les différents acteurs. Alors cela n'a pas non plus de la cacophonie, on est bien d'accord, mais je crois vraiment que la réponse est dans le mix, pas énergétique pour le coup, mais dans le mix des opérateurs, parce que là, il y aura du travail à faire. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on est en train quelque part de mettre les outils pour le faire, sauf qu'on attend toujours qu'il y ait des directions sur ces outils. Et je parle des DERA, de Biwatt, etc. Moi, je voudrais quand même répondre à donc, la position des syndicats, et en tout cas du mien. Clairement, on veut que l'État belge ait la main. Je rappelle qu'historiquement, l'opérateur privé, il était belge. OK ? Et que c'est une décision politique en 1999, parce que je rappelle que c'est le gouvernement de Anne Di Rupo qui a fait voter son administrateur avec les administrateurs de Suez, et on a viré feu Philippe Baudson. Et c'est comme ça que l'électricité belge est passée sous pavillon français. Donc voilà, donc ça c'est l'histoire. Donc il est temps de rétablir ça. Donc nous, au niveau des syndicats, on a vu ce qui s'est passé, et je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on veut, s'il y a un partenariat qui doit se faire, il peut y avoir des acteurs privés, mais il faut que l'État ait la part principale. Et je pense que le projet aussi de coopérative citoyenne, donc d'association des citoyens, parce que c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus un leitmotiv dans la population, est aussi une bonne idée. Mais effectivement, il faut une combinaison et il faut que l'État soit là. Il faut un État stratège, je l'ai déjà dit dans des interviews à plusieurs reprises, et ce n'est pas nécessairement une société publique. Je pense qu'il faut effectivement avoir tous les acteurs du secteur, mais ne pas oublier que historiquement, l'opérateur, il était belge. Oui, excusez-moi, je crois que c'est à mon tour. Donc, moi, c'est moins une question sur les déchets ou quoi, c'est plutôt une question financière. La question qui me vient en premier, c'est en cas d'embûche sur le parcours, je ne parle même pas de changement de politique, mais en cas d'augmentation de capital, qu'est-ce qui se passe pour des petits actionnaires qui auraient investi une enveloppe de 5 000 € au départ, légalement parlant? Oui, donc ça dépendra de la structure, évidemment, de la société à créer ou de l'association de citoyens. Il est clair qu'ici, c'est un investissement industriel, ce n'est pas un investissement financier. Donc, il y a des risques différents et il faut évaluer les risques. Quand on investit 5 000 €, à un certain moment, on va sans doute récupérer 7% là, par an, normalement, c'est ce qui est prévu dans les LTO, dans les schémas financiers du nucléaire, mais il se peut très bien qu'à un certain moment, on vous dise, tiens, il faut remplacer un équipement à 50 millions. C'est évidemment l'ensemble des coopérateurs qui feront partie de l'exploitation de la centrale qui devront mettre la main au portefeuille. Merci. Je crois que je suis le suivant. C'est une question à l'attention de la CNC. J'ai personnellement vécu en tout début de carrière la fermeture d'un laminoir et j'ai pu voir comme les travailleurs étaient très attachés à leur outil. La question que je me pose, c'est il y a également à Tihange et à Doul des personnes qui ont travaillé plusieurs dizaines d'années et qui doivent avoir des sentiments très mitigés par rapport à ce qui se passe. Or, il semblerait qu'ils reçoivent des instructions très précises quant au fait qu'ils ne peuvent pas exprimer leur opinion par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Alors, je voudrais savoir si la CNC a éventuellement des confidences à nous faire à ce sujet-là. Merci. Alors, je vais être clair. Donc, en 2021,
certains ici s'en souviennent. Donc notre ministre de l'Énergie a fait une présentation en commission pour expliquer qu'on n'avait plus besoin du nucléaire en 2025. Rappelez-vous, c'était l'histoire du CRM, hein, donc on lançait l'appel d'offres pour des centrales gaz. Et en fait, il fallait faire une enchère 4 ans avant pour l'hiver qui va arriver maintenant, 2025-2026. Donc à l'époque, dans le personnel, ça a été le choc. Et on a fédéré les syndicats et on a commencé à lobbyer de manière intensive. Et en interne, soyons clairs, les responsables syndicaux, dont je fais partie, ont dit clairement que nous n'étions pas d'accord avec la vision stratégique du groupe. Entre autres, il y avait un accord du gouvernement qui disait que s'il y avait un problème de sécurité d'approvisionnement, il fallait prolonger 2 unités. On sait bien qu'il y avait Tine van de Straat qui freinait des cas de fer pour empêcher je dirais que ça se passe, parce que c'était une option dans l'accord du gouvernement. Donc voilà, mais à un moment donné, je ne vous cache pas, je me rappelle, je suis interviewé sur la télévision flamande VTM, donc il y a le CEO d'Electrabel qui passe sur VRT et qui dit non, on ne sait pas prolonger les centrales. Et 1 heure plus tard, sur le journal télévisé, je disais oui, on sait prolonger les centrales. Donc ne croyez pas qu'on n'a pas fait les choses. Donc on a représenté le personnel. La seule chose, c'est que ce sont les gens qui l'ont fait, c'est les représentants, les gens qui sont protégés, les gens qui ont la possibilité de parler de manière indépendante, dont je fais partie. Donc moi, j'ai toujours dit à tous les collègues, effectivement, vous avez raison, il y avait un malaise, et il y a toujours un malaise chez les gens qui sont extrêmement attachés à leur outil. Moi, ça fait 37 ans que je travaille en production. Il y a ici des anciens que je revois avec plaisir, qui sont retirés de la boîte. C'est en production, en Electrabel, et avant en Intercom et BES, etc. C'était effectivement une religion. On était extrêmement attachés à nos outils, et effectivement, on a l'impression qu'on nous prend notre vie. Ça, c'est clair. Et donc là, il y a un très grand ressentiment par rapport à ça. Et en même temps, on a fait son deuil en disant ok, écoutez, si l'opérateur ne veut plus, il faut trouver d'autres solutions. Donc quand nous on fait du lobbying auprès des politiques, on leur dit écoutez, comme Engie ne veut pas, il faut peut-être trouver d'autres solutions. De là, ce que l'on entend aujourd'hui, la possibilité de faire une coopérative, un partenariat privé-public, etc., etc. Il est clair qu'il faut prolonger. Parce qu'il faut savoir aussi qu'il n'y a pas seulement que la problématique de l'attachement à notre outil. Nous aussi, comme syndicat, on est très inquiets sur la sécurité d'approvisionnement et sur le risque pour notre économie de ne plus être indépendant. Tout à l'heure, Henri a montré un extrait du rapport d'Elia avec le niveau d'importation. Est-ce qu'il y aura de l'électricité de l'autre côté du câble ? Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment... Alors la guerre en Ukraine permet de voir ce qui se passe sur les marchés à un moment donné quand une pénurie de gaz dans ce cas-là, mais la pénurie de gaz a généré aussi une pénurie d'électricité. Et donc, il faut faire attention à ça. Et il est clair que pour nous, notre option, c'est que tous les moyens de production doivent être en Belgique. Donc, je ne vous cache pas, à la CNC, on a travaillé sur un mix énergétique. Et là, je suis un petit peu en désaccord avec ce qui est dit. Nous, on ne croit pas trop au SMR. On dit qu'il faut reconstruire des nouvelles centrales, des réacteurs de type EPR ou APR, etc. Mais on dit qu'il faut en reconstruire et il faut le décider vite. Donc il faut prolonger certaines unités pour faire la transition, mais il va falloir construire. Pourquoi ? Mais la famille, il y a quelques années, a sorti une étude sur la problématique de l'électrification dans le cadre de la transition énergétique. Nous, on a fait aussi des études. Et 85 TWh va devenir le double, au moins, en 2050. Si vous électrifiez, il vous faut des capacités de production d'électricité. Mais quand vous faites un exercice de mix, et comme l'a bien dit Serge, le renouvelable ne doit pas être opposé au nucléaire, eh bien, avec un scénario où vous avez la moitié des toits en Belgique avec des panneaux photovoltaïques, avec 8000 MW d'éolien terrestre, aujourd'hui il y en a 4000, avec 8000 MW d'éolien offshore, avec une filière de biogaz développée qui permet de produire 10 à 15 TWh, avec l'hydraulique que l'on a, eh bien, vous savez combien il nous faut de réacteurs pour pouvoir couvrir ? Il nous faut 7 réacteurs de type EPR. Donc, la messe est dite. Alors, je ne pense pas qu'on arrivera à construire autant de réacteurs, mais il faudra au moins en construire quelques-uns. Sinon, je pense que notre économie aura de gros problèmes dans les décennies qui viennent. Bon, rassurez-vous, il ne va pas y avoir un combat. On est tout à fait d'accord sur ce sujet-là. Juste, j'avais promis que je ne parlerai pas de nouveau nucléaire. Mais c'est clair.
que quand on parle de SMR, c'est une des solutions. Il y a aussi des projets au niveau du placement d'un EPR. On n'exclut absolument rien, évidemment. Sauf que ça met beaucoup plus longtemps à construire un EPR que de construire un SMR. Et qu'aujourd'hui, on doit faire le lien entre maintenant, où il y a déjà 2 centrales fermées, et 2035, 2040, 2045. Et que la plus logique des façons de travailler, c'est de commencer par des réacteurs refroidis à l'eau tels que les SMR de génération 3 et de continuer par la suite avec celles refroidies au plomb ou à autre chose, mais c'est un autre débat. Moi, j'ai juste une petite question, très très vite, parce que j'aime bien les sondages. Est-ce que les anciens des sites de Tihange et de Doul qui éventuellement seraient dans la place et les actuels pourraient lever la main? On pense à vous. Je crois que je suis le prochain. Voilà, je suis ici. Oui, c'est moi. J'ai une question pour Monsieur Debry qui m'a un petit peu surpris à la fin de sa présentation où il a expliqué qu'il ne croyait pas dans le nucléaire. Alors, moi je n'y crois pas non plus si on parle à 100 ans ou à 200 ans où on peut imaginer d'avoir des fusions nucléaires qui nous solutionneront un certain nombre de problèmes, mais pour être concret, dans les années, dans les décennies qui viennent, sachant qu'on n'est encore nulle part au niveau de la fusion nucléaire, je ne vois pas comment on peut ne pas croire dans le nucléaire. Voilà. Je n'ai pas dit exactement ça. Ah, c'est ce que j'ai compris. Mais en fait, je voudrais revenir à ce qui a été dit plusieurs fois il y a quelques instants, c'est qu'il faut avoir une vision sur le long terme. Alors, effectivement, il faut avoir une vision au-delà de 4 ans, mais il faut même avoir une vision au-delà de 10, 20, 30, 40 ans. Et moi, je ne suis pas un spécialiste du tout de l'énergie, je ne suis pas ingénieur en plus, donc je ne suis pas du tout un spécialiste de ça, mais comme citoyen, et pour le peu que je sois informé, je dis effectivement que j'ai des doutes sur l'opportunité de miser massivement sur le nucléaire à très long terme. Ah oui, mais d'accord, mais... Pour des raisons... Oui, mais il faut avoir cette vision en même temps. Parce que si on part dans une logique qui est, et on fait du nucléaire, on n'en sortira jamais. Donc ce que je dis, c'est que sur le très long terme, pour des raisons qui tiennent évidemment... plus vous multipliez... D'abord, il y a la question des risques d'accident, et je suis d'accord que ça, c'est à mon avis, c'est le moindre risque, c'est ce qui est le mieux sous contrôle, et c'est pas là-dessus que j'ai le plus de cas. Il y a le problème des déchets. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est quand même plus il y en a, plus à très long terme, c'est un problème. Et si vous défendez le nucléaire en Belgique, vous savez que vous défendez le nucléaire d'une manière générale, et donc si le nucléaire se développe comme source d'énergie massive à long terme dans beaucoup de pays, ben, vous multipliez le problème de risque d'accident parce que vous allez dans des pays qui sont moins bien organisés, vous multipliez toute la problématique des déchets et, m'excuse, vous multipliez les risques du passage du nucléaire civil au militaire. Ben c'est ça, donc c'est ça. Ça, sur le très long terme, et je termine, ça, sur le très long terme, je pense que ça doit être inclus dans le raisonnement. Et donc, moi, je ne suis pas du tout contre, a priori, le prolongement de Tihange sur 10 ans, dans la mesure où c'est une solution pour aider à la transition, mais il faut avoir une vision où, à très long terme, le mixte permette d'éviter de faire courir aux générations futures des risques quand même très importants. Il y a un minimum de principes, effectivement, de prudence sur le très long terme. C'est tout ce que je dis. À l'heure actuelle, voilà. Soit qu'on fait le nucléaire, soit qu'on suit le modèle allemand, charbon, gaz. Il n'y a pas d'alternative à ma connaissance. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'alternative. Monsieur, pardon. Il faudra aussi une réflexion à très long terme sur les besoins en énergie. On va prendre une dernière question d'un jeune dans la salle avant de conclure et on pourra poursuivre les débats après. Je cède la parole. Ouais, voilà, bonjour. Je pense que la question est un peu plus simple. C'est juste que ici, on voit au fil de la conversation que le nucléaire est rentable, qu'il y a la nécessité et qu'il y a aussi l'envie, chez certaines personnes, du coup, de le continuer. Dans la mesure où on pourrait renouveler des centrales,
je comprends pas pourquoi est-ce que Engie veut tellement en fait s'en séparer. Écoutez, ça c'est une stratégie d'entreprise. EDF a une autre stratégie d'entreprise. Moi, je ne vais pas dire plus que ça. Et désolé, je réserve mes propos par rapport à la stratégie d'Engie en interne chez Engie, puisque je suis représentant au comité d'entreprise européen. Je ne vais pas m'exprimer là-dessus ici. Donc, ils ont une stratégie d'entreprise qui est de ne plus faire de nucléaire. Je voudrais réagir à ce qui a été dit par rapport à le développement massif du nucléaire. Désolé, on ne parle pas de développement massif du nucléaire. Dans le monde, ça n'est certainement pas le cas. Clairement, il y a des endroits où on ne va pas développer le nucléaire. On parle de l'Europe pour l'essentiel. Donc ça, c'est une première chose. Il y a quand même des points à savoir. Si vous voulez, il y a le professeur Ernst, il a fait un calcul. Vous prenez tous les moyens de production aujourd'hui du monde. Vous les transposez avec le triptyque batterie, éolienne, panneaux photovoltaïques, ce qu'on appelle le 100% renouvelable. Eh bien, il vous faut 250 années de production de cuivre et 8000 ans de production de lithium. Donc, vous oubliez. Donc, tous ceux qui vous racontent qu'on va demain faire que des batteries, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, vous racontent des carabistouilles. Donc ça, c'est une première chose à dire. Maintenant, ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas de renouvelable. Donc, le problème, il est là. Et on vient dans l'argument que Serge a bien développé, il ne faut pas opposer le renouvelable au nucléaire. Dans les pays comme en Europe, aux États-Unis, dans les pays développés, il faut du nucléaire. Alors, je rappelle encore un autre fait technique. La régulation des réseaux. Donc un réseau a besoin d'une régulation de fréquence et de tension. Et je suis désolé de le dire, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, ça ne va réguler rien du tout. Donc vous avez besoin de moyens pilotables. Vous avez besoin de moyens pilotables décarbonés. Il y a des gens ici qui connaissent bien le sujet, on en discute très souvent. Eh bien, des moyens pilotables décarbonés, qu'est-ce que c'est? L'hydraulique. Pas de chance, la Belgique n'a pas de montagne. Et qu'est-ce qui vous reste? Le biogaz. Ah oui, mais le biogaz, il faut une filière. Et les possibilités en Belgique, c'est 10 à 15 TWh si on y va vraiment franco. Qu'est-ce qui vous reste? Le nucléaire. Donc désolé, il y a des problèmes techniques. Donc il ne s'agit pas de développer massivement le nucléaire, il s'agit de répondre à des problèmes techniques, à une transition qui nous demande de décarboner. Alors, moi, je voudrais peut-être encore... Une dernière... Non, mais je voudrais juste compléter la réponse parce qu'il y a un jeune qui pose une question et je trouve que c'est vraiment important et je la trouve particulièrement pertinente dans notre débat qu'on a pour l'instant. Et en fait, il faut pas dire que c'est Electrabel qui a décidé de quitter le nucléaire. Electrabel quitte le nucléaire parce qu'il y a une loi de 2003 qui l'oblige à le faire. Electrabel a, à plusieurs reprises, au moment où le gouvernement précédent, Vivaldi, se posait, et effectivement on était en période de Covid et c'était pas facile, et ils avaient autre chose à faire, donc je les comprends, mais Electrabel a essayé de se faire entendre pour dire à ce gouvernement, lui aussi en formation, on a souvent des gouvernements en formation en Belgique, c'est vrai, et souvent pendant longtemps, mais de faire avec ce gouvernement et de lui expliquer quels étaient les enjeux s'il ne prenait pas de décision. Ils n'ont pas pris de décision, et donc Electrabel ne peut faire qu'une seule chose, c'est suivre la loi de sortie du nucléaire qui est prévue depuis 2003. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus assidu à essayer de changer les choses? Eh bien, j'ai eu l'opportunité de discuter avec plusieurs CEO d'Electrabel en 10 ans, et même en 20. Et ce qu'on me disait, c'est que regardez un petit peu comment on a traité l'opérateur. Comment on a traité l'opérateur depuis 1970. Comment rien de ce que l'opérateur n'a fait n'a été bon, c'est du moins ce qu'on entendait dans la presse. Quand il y a un réacteur qui tombait en panne, c'est parce que les réacteurs n'étaient pas solides, ça ne fonctionnait pas. Et je crois que ça peut user un opérateur, et ça peut surtout user les financiers qui sont derrière cet opérateur. Et c'est ça qu'on vit maintenant. Donc je voudrais, enfin vous le faites déjà, mais donc remercier encore une fois les 5 intervenants qui ont pris sur leur temps ce soir pour venir répondre à vos questions. Donc on avait Jacques Debry, Serge Dauby, Philippe Lalieu, Philippe Hendrix et Henri Marraine. Encore une fois, une petite salve d'applaudissements. Je suis conscient qu'il y a encore plein de questions, donc je vous propose de passer à la troisième mi-temps en dégustant les bières qui sont produites dans des cuves
coopérative opérée par des ingénieurs. Donc voilà, vous pouvez passer dans le hall de l'autre côté parce qu'on va devoir rendre l'auditoire. Profitez-en voilà, pour déguster les bières de la coopérative Jean Blou Beer, des ingénieurs de Jean Blou. Merci à tous pour votre participation. Bonne soirée. T'es chaud. Ou alors Elodie, elle est toujours là. Enfin, ou alors on rentre avec Elodie. Ça va. Attends, je sais pas où on doit aller, mais je vais vite ranger le micro. Sinon, il va disparaître. Je vais le... Oui, tu dois encore poser une question. Je remets le micro. S'il vous plaît, merci pour l'intervention.